Est-ce que je t'ai déjà raconté la fois où le mec s'est coupé la... Déjà, tu vois marqué sur un papier comme ça, le mec s'est coupé le sgeg, il est revenu aux urgences avec son sgeg dans la glacière, on lui a recollé le sgeg, enfin... Donc, je vais le voir, pourquoi tu t'es coupé le sgeg? Et le mec me dit... Quand t'as compris le game et le jeu d'avance, t'as plus envie de jouer en fait. T'as la flemme, t'as un doute, t'as l'argent, t'achètes. Ouais. Comment on a découvert ça dans les neurosciences? Ouais mais attends. Pourquoi je pense ça? Pourquoi il agit comme ça? Prends du recul. La membrane qui entoure les muscles, elle est rigide en général, elle va pas se déformer, donc c'est pour ça quand on compresse, ça crée des problèmes. Donc c'est pour ça qu'en fait, la pertinence, c'est la capacité à prioriser le domaine qu'on va approfondir dans son analyse. Moi, je lis la rubrique santé des programmes, ils disent tous de la merde. Ouais. Il n'y en a aucun qui s'ancre dans la réalité pour proposer une solution. Ils diront, c'est du politique. On va dépenser tel argent à tel endroit, ça va régler le problème. Non, déjà, tu prends des gens qui connaissent le truc, tu leur demandes à eux ce qu'il faut faire. Voilà. Et en fait, après, on commence à travailler sur les trucs qu'ils ont proposés, tu vois. Les enfants, ils découvrent le monde et à chaque fois, mais pourquoi ça c'est cette couleur? Pourquoi? Mais en fait, c'est le meilleur mécanisme pour apprendre, pour éveiller, pour... Et t'as beaucoup de gens qui comprennent pas ça et qui sont là à brider les gosses, arrête de me casser les etc. Et l'école enfonce le clou. Est-ce que je t'ai déjà raconté la fois où le mec s'est coupé la... Donc j'étais en stage et parmi un de mes stages d'été, j'avais demandé à passer à l'unité de soins pour les prisonniers. Donc en fait, c'est une unité hospitalière qui est complètement sécurisée et c'est là que sont hébergés les prisonniers quand ils ont besoin de soins à l'hôpital. Ok. Donc c'est un service qui est vachement intéressant parce que du coup, au lieu de faire de la spécialité genre de la neurologie ou de la cardiologie, ben, tu vas faire un peu tout et tu vas surtout coordonner le parcours de tes patients qui sont des prisonniers et qui en plus ont des histoires de ouf à raconter. On reçoit un mec qui a été reçu aux urgences, voilà. Il a été pris au bloc opératoire et puis ensuite il arrive dans notre service une fois qu'il est réveillé et qu'on a fait l'opération. Mais tu ne diras jamais ce que c'était l'opération. En fait, il avait eu une greffe de... C'est-à-dire que le mec était dans sa prison, dans sa cellule, comme ça. Il s'est coupé le sgeg. Mais c'est pas genre il s'est entaillé, et puis il a paniqué, il a arrêté, et puis on l'a recousu. Non. Il a pris sa petite lame de rasoir jetable, il s'est coupé le sgeg en entier, il l'a mis au frigo, et ensuite il a fait son petit malaise. Il a foutu du sang partout, les gardes en passant faire la ronde, ils ont vu que c'était un carnage. Donc infirmerie, urgence, urologue, ils ont ramené le sgeg dans la glacière. Et, si tu veux, à ce moment-là, les urologues, ils se sont dit, c'est mon moment, je vais faire un truc du jamais vu, on va essayer de regreffer la teub. Donc ils le prennent au bloc en urgence. Les urologues, faut imaginer, c'est des chirurgiens, il y a une ambiance un petit peu rugbyman, tu vois, donc... Moi, quand je vois des urologues, j'imagine des mecs un peu... oh, c'est rigolo, c'est les copains. Tu vois, donc faut imaginer des mecs comme ça qui se chauffent. Oh, on va lui recoller le sgeg. Ils y passent 8 heures, ils recollent chaque artère, machin, les nerfs, ils recollent tout. Et donc, le mec, il a son greffon de zizi, il arrive dans mon service pour la surveillance en milieu hospitalier, en fait. Parce que c'est quand même pas rien comme histoire. Donc moi je vais le voir avec son histoire, bon, je vois le dossier, je vois le compte rendu d'opération, le compte rendu de passage d'urgence, déjà je suis là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? Putain, déjà, tu vois marqué sur un papier comme ça, le mec s'est coupé le sgeg, il est revenu aux urgences avec son sgeg dans la glacière, on lui a recollé le sgeg, enfin, il y a des trucs qui vont pas dans cette histoire, tu vois. Donc je vais le voir, bon tu discutes un peu avec lui le mec, c'est bon. Il est quand même là dans un milieu de soins, on est là pour prendre soin de lui. Et dans la discussion, vient naturellement à un moment la question fatidique. Pourquoi? Pourquoi tu t'es coupé le sgeg? C'est original comme manière de s'exprimer, mais qu'est-ce que tu voulais faire en fait? C'est quoi le projet là? Et le mec me dit, avec un regard un peu de... mais vraiment très détaché. Tu vois, le mec vraiment, pas de problème pour lui, il me regarde dans les yeux, il me dit... Bah, j'en avais plus besoin. Forcément, là, tu bégayes. Je dis, comment ça, t'en avais plus besoin? Il me dit, bah, je suis en prison. J'ai pas de femme. J'ai pas prévu d'avoir des enfants. J'ai pas besoin de mon sgeg. Le coup. Je dis, ouais, pourquoi pas, vas-y, mais c'est bizarre quand même. Mais bon, t'inquiète. Bon, il y a une suite quand même.
On continue à suivre ce mec parce que il fallait voir, maintenant qu'on a tout recousu, machin, il faut voir que la greffe, elle prenne bien, on puisse revasculariser et que le truc, il marche bien. Bon, autant dire que ça se fait pas en 2 jours. Là, le sgeg, au fil des jours, il avait une fâcheuse tendance à devenir un peu noir. Au début, c'était couleur bleutée, tu vois, comme un hématome. Ouais, ça reprenait pas, quoi. Ça nécrosait. Et là, les urologues, ils venaient, ils faisaient des ponctions. Ils retiraient en fait le sang qui s'accumulait parce que le sang arrivait à descendre d'une manière ou d'une autre, mais il n'arrivait pas à remonter, quoi. Alors, la greffe était un peu compliquée quand même. Hein. Et bon, les urologues, déjà, bon, ils venaient. Oh, c'est rigolo, c'est le mec qui s'est coupé le sgeg, il venait à 3, tu vois, c'était un peu traction, tu vois. Et ils enlevaient le sang comme ça avec la seringue. Bon, ça a duré un petit moment. Mais au bout d'un moment, son sgeg était tout noir. Et lui, du début à la fin, tu te dis, le truc, enfin la prise en charge a duré 2-3 semaines. À un moment, il aurait pu se rendre compte que c'était une dinguerie d'avoir coupé son sgeg. Et le mec, non, aucun regret. Il dit, on est là en train de s'occuper et tout avec les urologues. Il est là, non mais vous prenez pas la tête, hein, les mecs. Hein. Moi, j'en voulais pas de toute façon. Vous me l'enlevez, vous me faites un trou pour pisser, c'est terminé. Hein. Oh putain. Donc, bon, tu vois, le mec à côté de la plaque complet. Et jusque, c'est-à-dire qu'au bout de la 3e semaine, sgeg tout noir, voire vraiment, tu te disais, bon, ça, c'est plus un sgeg. Hein, c'est, le truc, c'est Frankensgeg, tu vois, c'est... Faut vraiment imaginer le délire. Donc, le truc était noir, à moitié, avec des cicatrices et tout, bon, pas terrible. Et là, je me souviens de ça, comme si c'était hier. L'urologue qui vient, parce qu'on l'appelle, on lui dit, ouais, le sgeg il est tout noir, faut venir le voir, là, ça va pas du tout. Il vient, il attrape le sgeg à bout de doigt, comme ça, il l'attrape, mais comme une saucisse, il le secoue comme ça, toc, toc, et avec sa voix de rugbyman, il me dit, oh, mais il est mort, le truc, là. Donnez-moi une aiguille, là. Je me dis, bah, il va le ponctionner, il va peut-être faire un truc de chirurgien, tu vois. Il attrape l'aiguille, il pique le sgeg comme une saucisse, tac, tac, tac. Et il dit, ben vous voyez bien qu'il est mort. Vous voyez bien qu'il est mort. S'il était pas mort, ça ferait mal. Et moi j'étais là, ça me faisait crisper, ça me faisait serrer les dents, tu vois, genre. Et du coup, ils ont recoupé. Et du coup, bah non, ils l'ont repris au bloc pour annuler la greffe, quoi. C'est une dinguerie. Donc pour. Mais qu'est-ce qu'il foutait en prison? Genre, c'est dans un hôpital psychiatrique qui devrait. En fait, ouais, le mec était schizophrène, complètement décompensé. Donc au niveau des traitements, on n'était pas très efficace, tu vois. Le mec en fait avait un délire par rapport à la religion. Pour lui, voilà, il se passait des trucs pas nets en fait, tu vois. Et pour lui, tout avait un sens. Hein. Pour lui, c'était, enfin, il a fait ce qu'il avait à faire. Point final. Hein. Oh là là, c'est une dinguerie. C'est une histoire de fou. Hein. Ah, t'as vu, ça tourne au fait. Hein. Ah putain. Ça Du fait coup, une vous bonne avez entendu. Non, mais vous êtes arrivé plutôt vers la fin, non pas. Enfin, le moment où je disais. On laissera ça, nickel. Parfait. Bon. Trop bien. Bonsoir, de quoi on parle du coup, Anthony, là, ce soir? Voilà, on est parti pour le deuxième podcast. Bah, le troisième, mais En le fait, deuxième. le troisième et le deuxième, il était nul. Enfin, il y a eu aussi des problèmes au montage, etc. Déjà, il y avait un moustique. Ah ouais, enfin, il y a eu trop de trucs qui allaient pas. Et donc, on s'est dit qu'on allait refaire ça plus tard sur le sujet qu'on avait évoqué. Voilà. Et voilà. Et donc là, aujourd'hui, sur quoi on part? Ah bah vas-y, hein, je te laisse. Bam, là, direct dans le vif du sujet. Il y a pas de. Moi, je te dis, moi, je suis un peu agacé. Je suis un peu agacé. Parce que, bon, en ce moment, on est. Enfin, surtout moi, là, c'est nouveau pour moi, Anthony a un peu plus l'habitude, mais j'essaie de me mettre sur Instagram, là, et de développer un petit peu mon compte, choper quelques abonnés, comprendre un petit peu les mécaniques du truc. Donc, du coup, je suis confronté à la concurrence. Bon, c'est très bien pour eux qu'ils arrivent à faire leur truc. Hein, mais le problème, c'est que il y a quand même beaucoup de merde. Ah ça, là mon gars. Il y a quand même, en fait, le problème, c'est que le plus important, c'est de capter l'attention des gens. Et si tu captes l'attention des gens, après, tu n'es même pas obligé d'être pertinent dans ce que tu dis. Et en fait, l'algorithme, il va mettre en valeur la captation de l'attention, mais tu n'as rien qui permet de valoriser la pertinence de ce que tu dis. Ça, c'est ouf. Donc Ouais. quand je tape, moi, dans ma barre de recherche,
pour essayer de trouver des comptes à qui m'abonner, voilà, machin, je tape santé. Mec, dans la première page, la moitié c'est sur des compléments alimentaires ou des racines magiques complètement bidons, l'autre moitié c'est des huiles essentielles, il y a une petite partie sur le développement personnel, mais des vrais professionnels qui disent des vrais trucs, il n'y en a pas. Il n'y en a pas beaucoup, ouais. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Ou alors, tu as ceux qui font semblant d'être, de s'y connaître, tu sais, qui vont se référer à des études de merde. Alors ça me rend ouf. Et notamment, c'est les mêmes personnes qui disaient le contraire il y a 2 ans. Ils avaient commencé les Ils réseaux. changent d'avis. Ouais, Il y a bon. il y a du changement d'avis. Après ça, c'est pas grave. Bon, ça, c'est bien de normal. pouvoir se On est remettre tous en là question. pour. Ouais, voilà. Mais C'est sauf bien que quand même d'être il y a une ouvert espèce de d'esprit. déni en mode j'ai jamais dit ça, ou alors non, mais c'est vous qui avez pas compris. Ouais, bon, et piou. Ouais, ça, on va en parler un peu de la méthode scientifique et tout, mais plutôt après. Là, moi, ce que j'aimerais bien, c'est parler des biais cognitifs, vraiment de la captation de l'attention de l'audience. Ouais, qu'est-ce que t'entends par là? Ben, c'est-à-dire que ce qui marche, c'est ce qui capte l'attention des gens. Mais ce qui capte l'attention des gens, c'est pas ce qui est pertinent. Ouais, en général, c'est des trucs débiles. C'est des trucs débiles. Ouais. Genre, moi, je vais te faire une vidéo de muscu. Ce qui va attirer l'attention des gens, c'est tu fais cette erreur, arrête de faire ça parce que blablabla. Tu fais cet exercice. Tu veux ça? Tu veux ça, fais ça. Donc, tu vois, c'est que des trucs simplistes qui vont te dire à des mecs, tu prends le plus grand nombre, il faut qu'ils se disent, ok, ça c'est pourquoi pas intéressant. Il va regarder, l'algorithme va analyser que les mecs regardent parce que tu dis, tu retiens les gens, voilà. Moi, j'essaie de dire des trucs un peu compliqués, peut-être qui se rapprochent peut-être un peu plus de la vérité aussi. Par exemple, il y avait une question récemment d'une vidéo qui analysait la technique de 2 haltérophiles de niveau international. Il les mettait en parallèle et il disait voilà, lui, il est plus proche de la technique institutionnelle, il a des meilleures angulations, machin, alors que l'autre, c'était le champion du monde. Ok. Le champion du monde, multi-recordman. Bon, au bout d'un moment, tu prends des mecs qui ont un niveau international que personne ne peut concurrencer, que personne ne peut tester, et tu fais des analyses en mode oui, alors ça, c'est pas comme ça qu'il faudrait faire, machin. C'est bien parce que tout le monde est là en mode ah, en fait, le champion du monde, il sait pas tirer une barre. Ouais, ça attire. Par contre, le champion du monde ne sait pas tirer une barre, ça ne veut rien dire. Il est champion du monde. Au bout d'un moment, tu vois, faut se poser la question. Ouais, mais en fait, c'est la mode aussi, comme tu dis, joue sur les algorithmes. Il faut attirer l'attention. Et de toute façon, Ouais. on joue sur un biais au niveau marketing qui est, je dis un truc choc, tu vois. Ouais. Pour justement, parce que on est tous là en mode, on regarde un truc, on est sur nos téléphones en même temps, on fait plein de trucs, on a vraiment notre attention qui est dispersée. Et le but, c'est de se dire, oh putain, attends, j'ai pas saisi ce qu'il a dit là. Là, tu vas te concentrer. Faut dire un truc choc, faut faire un truc qui sort un peu, qui va te heurter, tu vois. Donc si je te raconte l'histoire de ce gars coupé au milieu d'un podcast sur le sport et la santé, paf, ça s'arrête. Ouais, Ouais. c'est peut-être pas mal ce qu'on a fait, on verra. Après, peut-être qu'on aurait pu améliorer le storytelling, on verra une autre fois, tu vois. Je suis un bon raconteur. On est des amateurs, nous. Mais ouais, et il y a aussi un truc qui est intéressant, c'est que tout le système, tu vois, à chaque fois que tu vas promettre un truc, tu vois, tu vas te focus sur le résultat, ça va marcher aussi. Alors que c'est les pires arnaques en général, tu vois, c'est les pires trucs. En fait, ouais, c'est-à-dire que c'est l'appât de la simplicité. Si tu fais miroiter une solution simple, ça augure que ton audience, elle s'arrête. Et elle soit là en mode, putain, le mec m'a donné une solution simple, c'est de la balle de ouf. Je vais regarder s'il a pas d'autres solutions simples, et comme ça, j'ai hacké la vie, quoi. Sauf qu'en fait, dans la vie, il n'y a rien qui est simple. Enfin, tout est plus ou moins complexe selon à quel point on veut se prendre la tête sur le sujet, quoi. Mais après, c'est un phénomène normal, tu vois. En fait, c'est humain parce que tu regardes, c'est joué sur des biais cognitifs. On a beau le critiquer, en fait, c'est hyper normal. C'est-à-dire que, en fait, on a 2 modes de fonctionnement dans notre cerveau, tu vois. On va être sur de la pensée intuitive, tu vois, celle où vraiment on va avoir une réflexion logique. Et c'est pas celle forcément qui va prédominer parce que celle-là va être face lorsque tu vas généralement avoir un gros problème. Et tu vas avoir, on va dire, les heuristiques de jugement. Donc en gros, en fait, c'est à ce moment-là où ton cerveau, on l'avait déjà évoqué, tu vois, il fonctionne par contraste, il va souvent se référer à des trucs similaires qu'il connaît déjà, et il va pas se prendre la tête. Des trucs complexes, il va les simplifier. Donc dès que tu vas créer un pont, un lien, en fait, ça va lui aller. Parce que c'est pour éviter justement de trop avoir à se compliquer la vie, à dépenser trop d'énergie, à trop conscientiser les choses. Donc il a tendance à faire des raccourcis
et à s'auto-biaiser si tu veux. Et en fait, c'est un mécanisme normal, même qu'on peut dire de survie si tu réfléchis, En mais fait, il va vraiment en fait prendre des raccourcis pour vraiment s'économiser. De toute façon, c'est le principe du corps humain en fait. c'est de l'optimisation, en fait. Exactement. C'est-à-dire que même si c'est à moitié faux, c'est plus confortable, plus facile et même plus optimal d'un point de vue énergétique de faire tourner 3 neurones au lieu de 158. Ouais, mais c'est exactement ça. Ouais. Et d'ailleurs, je crois que c'est une étude de 1941, c'était Antonio Damasio de mémoire qui l'avait mis en évidence. Et voilà, donc maintenant les neurosciences s'en appuient beaucoup et c'est la base du marketing, tu vois. Mhm. Donc vraiment là-dessus, c'est joué sur les... Alors il en existe énormément, tu vois, des mécanismes comme ça et dont on n'a pas conscience. Et même nous qui sommes, tu vois, assez malins, autodidactes, qui aimons comparer les choses, être Ouais. analystes, prendre du recul sur les choses, on se fait tous baiser sur un truc, tu vois. On finit par être sujet. Mais c'est aussi parce que dans notre apprentissage avec la complexité de la société et de notre éducation, on se détache un peu d'une réalité biologique qui est qu'une très grande partie de notre cerveau est allouée à des choses soit végétatives, soit instinctives. C'est-à-dire, il y a une partie du cerveau qui sert à gérer la respiration, une autre qui sert à gérer des réflexes comme tousser ou vomir, une autre qui sert à... Les relations interhumaines sont régies par des émotions qui viennent de centres nerveux qui sont situés en très très loin de la partie qui contient le raisonnement. Ah, mais au niveau physiologique et psychologique, 80, même 90%, c'est inconscient. Voilà, Et même dans le sport, tu vois, par exemple, tout ce qui va être la marche, les réflexes, la proprioception, l'équilibre, exactement. tout ça, ça va réguler par des mécanismes complètement inconscients. Et tout ça, c'est géré dans une partie du cerveau à laquelle on n'a pas vraiment accès. Et qu'on ferait une erreur de penser qu'elle n'existe pas. Parce qu'il y a le mouvement volontaire qui se fait avec une discussion entre la partie du mouvement volontaire et la partie du mouvement des réflexes, du truc D'ailleurs, qui te fait tenir debout, etc. etc. d'ailleurs, c'est un gros principe manipulatoire, et souvent le cas dans la politique, Ouais, ou les sectes, en étant encore plus radicalisé, c'est-à-dire que voilà, les arguments de dire comment tu fais pour prouver ça si tu l'as pas vu de tes propres yeux, tu vois, ça me fait rire. Tu le vois pas donc, mais en fait, la majorité des choses, tu les verras jamais dans ta vie, bouffon, tu vois. Genre, à un moment donné, il faut réfléchir. Toute ta vie, elle est, enfin, tu vois, influencée par des trucs que tu verras pas, que t'as même pas conscience, et même toi, tu te connais pas, donc qu'est-ce que tu parles, tu vois. Et à un mhm. moment donné, il faut arrêter d'être con. Donc, ça me fait bien rire. Donc il faut prendre en considération en fait ce qu'on peut considérer comme des éléments un peu archaïques dans le cerveau, c'est-à-dire des reliquats de notre condition un peu d'animaux, et qui influencent même notre raisonnement Vrai. qu'on croit vrai. Est-ce que déjà la vérité, tu vois, est-ce qu'elle existe à partir du moment où tu vois, t'es être humain, tu vois les choses par rapport à ton prisme. Tu Ouais, vois, déjà plus tu as de connaissances, j'estime que plus tu t'en approches. Mais ouais. tu verras toujours les choses que par ton prisme. Ça sera toujours biaisé, tu vois. Mhm. Toi, il faut, tu vois, faut imaginer, tu vois, t'as la vérité, tu dis ce que tu veux, tu vois Dieu, c'est pour les croyances que tu veux, tu vois, eux ils ont la vérité. Toi, t'es comme autour d'un cercle, tu vois, tu vas t'en éloigner, tu vas pouvoir voir plus de choses, englober plus de trucs, mais tu auras toujours une part d'ombre, tu vois. Ah oui, Tu tu pourras dire ce verras que jamais tu. tout. Mais voilà. Sinon, c'est un coup, ouais. C'est logique. Mais il y en a, ils le comprennent pas, C'est malheureusement. comme Tu vois, il y a des moi, platistes encore, hein. Il y a des gens, ils n'ont pas compris que la Terre était ronde. moi, il y a une image que j'aime bien pour parler de ça, c'est que j'aime bien le concept des pixels. Ok. Tu vois, les pixels sur une image. Ouais. Donc, je te prends une toute petite résolution du 9 par 9 ou du 10 par 10, tu vois. Mon image va ressembler à rien. Par contre, d'un point de vue informatique, c'est super facile à coder. Une Ok. image de 10 pixels par 10 pixels, ça fait 100 carrés de couleur. Ouais. Ça représente rien, mais c'est archi facile. Au contraire, maintenant tu prends un truc en 4K, tu as des milliers de pixels voilà, dans chaque longueur, ce qui fait que tu multiplies l'un par l'autre, ça fait des lignes de code abominables. Ça consomme énormément de ressources. C'est pour ça qu'on doit choper maintenant des cartes graphiques d'une taille Ouais, de ouf. Tout ça pour obtenir un petit peu de précision en plus par rapport à ton œil, que toi tu distingues peut-être même pas vraiment par rapport à du HD, tu vois. ouais, clairement. Et en fait, tu le distingues à force, ou alors sur des très grands écrans. Mais sur un écran de téléphone, du 4K ou du HD, c'est pareil, pour ton œil d'humain. Sauf que, en fait, la question c'est à quel niveau
de précision tu t'arrêtes et à quel niveau de précision tu considères que c'est plus optimal d'augmenter la capacité de calcul pour obtenir plus de précision. Après, on en revient à la vente, au marketing, toujours plus, même des choses qui paraissent pas utiles pour quelqu'un. Alors pas trop de rapport à ce que je te dis, mais il y aura toujours un intérêt. Et donc nous-mêmes, on n'est pas là pour dire. En fait, on est même plus dans le game, tu vois. On n'est plus là à se dire, ouais, où on met une limite ou pas. De toute façon, on n'aura jamais. Est-ce qu'elle est utile ou pas. Enfin, Non, il n'y a pas de limite. c'est. Mais on peut toujours aller plus loin au niveau de la complexité. La question, c'est à quoi ça sert d'aller plus loin. Mais regarde, il y a des mecs, ils ont tellement d'argent qu'ils vont dépenser 500 € dans une bouteille d'alcool. Ils se voient pas la différence avec le goût d'une bouteille à 15 balles, tu vois, à 50 balles en boîte, tu vois. À quoi ça sert? À rien. En fait, le truc, c'est on est même plus dans le besoin ou la nécessité. Tu vois, genre, on est vraiment dans le game de toute façon, là, tu me parles de la technologie. Tu vois, tu me parles de l'optimisation et tout. Bon, il y aura toujours un intérêt qu'on n'a pas, tu vois, par exemple, dans d'autres applications. Je fais le parallèle entre la technologie et notre manière de fonctionner à nous. Moi, je te prends mon niveau d'analyse sur la biomécanique, etc. Je vais pas être très précis sur l'anatomie. Je vais pas te dire ça s'insère à tel endroit, ça s'insère à tel endroit, machin. Je vais pas tout connaître par cœur. Par contre, je vais savoir quel muscle fait quoi, pourquoi, comment, de manière à pouvoir te dire telle pathologie, à telle conséquence. Là, tu règles 80% des problèmes. C'est parce Voilà. que voilà, tu as le bon sens. C'est le bon sens, mais c'est aussi en fait à quel niveau de complexité j'ai besoin de me positionner pour être le plus efficace pour résoudre mes problèmes qui sont des problèmes médicaux. Ouais, clairement. Après, c'est toujours compliqué. Par exemple, quand tu manques d'informations, même moi, tu vois, avant que je devienne coach sportif, je pensais, comme 95% des gens, si tu veux, que quand tu faisais un squat, tu travaillais l'ensemble de ton quadriceps. Et j'avais pas l'info que tu vois que l'un de tes faisceaux les plus puissants du quadriceps, justement, il était biarticulaire et il s'insérait au-dessus des autres, et que du coup, il était désengagé par la flexion passive du squat. Mais il y a plein de petites notions comme ça qui sont hyper importantes à connaître et qu'au final, en fait, ça va, par exemple, toi, dans un objectif d'aider quelqu'un pour une préparation physique ou une pathologie, etc., en fait, ça va être le jour et la nuit. Mais quand tu le sais pas, tu vois, même si tu as du bon sens, il y a toujours des petits éléments quand même qui vont faire que tu es quelqu'un de lambda compétent à quelqu'un d'expert, tu vois. Ouais. Et ça reste quand même des choses, et c'est pour ça, enfin, tu vois, il faut pas s'arrêter à je pense, tu vois, que je sais, et donc ça suffit. Il y a aussi ça, parce qu'on a tous le syndrome de Daniel Kruger, tu vois. En mode, tu vois, t'es là en mode, tu penses que tu t'es le roi du monde parce que tu as quelques connaissances. Alors ça, c'est 95% des gens sur les réseaux, on en revient au début, tu vois. Au final, tu grattes un peu, tu te rends compte que tu connais rien du tout. Tu vois, t'es une grosse merde. Et là, les efforts qu'il faut faire ensuite, tu vois, là, c'est pas pareil. Et là, le niveau cognitif et intellectuel, il va falloir un peu plus envoyer. Et ouais. Et c'est pour ça qu'en fait, on peut pas faire ça dans tous les domaines, se rendre vraiment expert dans tous les domaines. Là, le cerveau, Déjà, est il pas faut fait choisir ses batailles. pour. Ouais. Et ensuite, il faut se poser la question aussi d'une forme d'humilité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on connaît 2-3 trucs, à quoi je les emploie et quelles sont les limites de ma connaissance aussi. Bah ouais, c'est ça. Mais oui, déjà, surtout. Mais moi, je pense quand même qu'il est important de s'améliorer dans quasiment tous les domaines. On peut pas être excellent partout, mais je pense qu'on peut être bon quasiment partout. Ouais. Tu vois? Moi, je le vois comme ça. Au niveau du dev perso, pour moi, tu vois, je trouve que c'est important de s'éveiller. Tout simplement pourquoi? On revient à l'histoire de la vérité et du prisme. En fait, on est dans un monde où quasiment tout est lié ensemble, tu vois, mais on s'en rend pas compte, tu vois, à notre petit niveau. Mais si je te prends l'exemple du marketing, ça a à voir avec tel truc en physiologie, dans une autre matière, tu verras pas le rapport quand tu la découvres, et tu peux le mettre en application sur ton squat. Mais tu sais que d'ailleurs, c'est ce qui m'a poussé à rentrer dans les études de médecine à l'origine. Ok. C'est-à-dire que moi, bon, être médecin, ça me disait plutôt pas mal, mais surtout, je me suis sorti du bac, je me suis dit vers quelle filière je peux aller pour avoir le plus de connaissances qui me servent dans plein de domaines de la vie. Ah ouais, toi t'as vu le truc comme ça J'ai vu direct? le truc comme ça. Ok. À la base, pendant le lycée, je voulais être ingénieur. Ah ouais. Je me dis, j'ai testé les sciences d'ingénieur en seconde, là, il y avait une option, machin. Ah, putain. J'ai appris des connaissances, machin, pour les appliquer sur un projet, pour faire un truc. Je me suis dit, c'est bien, mais ça reste très technique et très appliqué à un domaine. Et moi, pendant toutes mes études de médecine, ce que j'ai apprécié, il y a d'autres choses que j'ai moins appréciées, mais ce que j'ai apprécié, c'est vraiment le fait d'obtenir plein de connaissances scientifiques
et qui même, en fait, vont donner du sens à ce que tu as appris plus tôt au lycée. Par exemple, les lois de la mécanique et tout, où je trouvais ça complètement barbant, même si je comprenais très bien le concept. Ben, une fois que tu les appliques à la biomécanique, quand tu apprends l'anatomie et quand tu apprends les pathologies qui vont avec cette anatomie, avec cette biomécanique, ben, en fait, tout ça fait sens. C'est ça. Et ce qui donne du sens aux choses, c'est d'avoir une compréhension un peu globale. C'est ça que j'aime bien. Ouais, clairement. Et ça te donne des cartes directement C'est ça. pour être déjà vraiment, pas compétent, mais excellent. Ça, Et c'est là, en fait, que du coup, tu deviens super pertinent dans ce que tu proposes. Parce que, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai vu une patiente, regarde son dossier avant qu'elle rentre en consultation, je vois aponevrosite plantaire, voilà, qui traîne depuis 6 à 8 mois, donc ça fait un moment quand même, elle est gênée. Et moi, je regarde son dossier, je comprends pas, je me dis, 8 mois sur une aponevrosite, qu'est-ce qui se passe pour qu'on ne soit pas efficace pour la traiter? Est-ce qu'on n'aurait pas fait un peu de la merde? Qu'est-ce qui se passe? Donc en gros, dès qu'elle posait le pied, elle avait mal. Inflammation de la ponévrose. Ouais, Ok. donc c'est assez courant comme pathologie, c'est lié ça peut être lié à plein de choses, mais dans le cas de cette patiente, je la reçois et je comprends qu'en fait, elle a eu un AVC, donc 5 ans plus tôt. Ah ouais. Cet AVC, elle avait eu une rééducation sur le moment, mais elle n'avait pas perpétué cette rééducation. Ok. La conséquence de ça, c'est que sur la partie du corps qui était séquelaire, elle n'avait pas de grosse perte de force. Par contre, elle était un peu spastique, c'est-à-dire que les muscles étaient un peu rigides. Ok, je vois. C'est-à-dire qu'elle se crispait en fait. Et en se crispant, elle avait en même temps assez peu d'équilibre sur cette jambe. Tu la mettais sur la jambe qui n'a pas eu l'AVC, impeccable. Tu la mettais sur l'autre jambe, elle ne tenait pas du tout. Ouais, ok. Donc à la fois elle était hypertonique et à la fois elle avait ce trouble de l'équilibre, donc de la coordination des différents muscles. Ce qui provoquait en fait du coup que sa voûte plantaire était sans arrêt en train de se rétracter pour compenser cette perte d'équilibre. Ok, lourd. Et là je me dis, bon, il y a plusieurs choses à régler. Si tu règles l'aponevrosite, tu la prends correctement en charge, donc tu fais tout ce qu'il faut en termes de kiné au niveau du pied, machin, pour que la tendinopathie essaie de se calmer. C'est une chose. Mais si tu lui fais pas bosser son équilibre, si tu ne prends pas en compte toute la chaîne des événements qui amènent à cette tendinopathie, en fait, tu vas jamais résoudre le problème. C'est le problème. Et tant que tu n'as pas mis ta patiente en équilibre sur une jambe et que tu n'as pas compris qu'elle est comme ça parce qu'elle a eu un AVC avant, ben, tout ce que tu peux faire d'un point de vue, même si tu es très bon en diagnostic, tu as dit ça c'est une aponevrosite, ben, il faut faire ça et tu as raison, ben, en fait, c'est pas pertinent tant que tu le mets pas dans tout son contexte. Exactement. Ben là, alors peut-être un peu compliqué pour la plupart des personnes. Déjà, la ponévrose, c'est la membrane qui entoure les muscles. Elle est rigide et en général, elle va pas se déformer. Donc c'est pour ça quand on compresse, ça crée C'est des ça. problèmes. Euh, mais clairement, tu as tout évoqué. En fait, pour moi, c'est le problème, même pas de la France, c'est du monde. Ton système éducatif, il te bride d'avoir une vision sans te permettre en fait de créer des raisonnements et des liens entre les choses, qui fait qu'en fait, tu es à peine compétent pour poser un diagnostic. C'est bien, bravo. Mais pour les régler, t'es où? Et en fait, il est là le problème. C'est que tu vas pas au fond des choses, tu vas pas à la cause. Tu vas pas régler tous les paramètres. Non, tu vas te concentrer sur ton champ de compétences, sur les paramètres seulement que tu as appris et tu n'es pas capable de faire des liens et d'avoir suffisamment de bon sens pour créer un protocole ou régler des problèmes par toi-même dans son Ouais. entièreté. Et c'est ce qui différencie pour moi la compétence et l'excellence. Ouais, mais tout à fait. Et là, tu vois, on en retourne en fait à la notion de pertinence de je vais dans la complexité. Pourquoi je vais dans la complexité? Cette dame, elle avait 55 ans, elle pouvait avoir plein d'autres problèmes, et j'aurais pu aller dans la complexité de dire est-ce que tu as fait ta mammographie, est-ce que tu es à jour de tes dépistages, est-ce que machin. Oui, bien Ça sûr. aurait été de la complexité aussi. Est-ce que ça l'aurait aidé dans son problème? Ouais, mais chaque problème à la fois. Une problème à la Déjà, fois. est-ce que tu aurais été hyper compétent d'aller chercher tout ça? Est-ce que ça aurait été pertinent d'aller chercher tout ça alors que j'avais autre chose à résoudre Déjà, peut-être en dans un priorité? deuxième temps. Voilà. Exactement, voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait la pertinence c'est la capacité à prioriser le domaine qu'on va approfondir dans son analyse. Ouais, clairement. Ouais, je suis d'accord. Mais sans oublier tout le reste. D'ailleurs, je sais pas si tu es au courant. Moi, ça m'a vachement intéressé. J'ai étudié ça dans quelques bouquins à l'époque. Et bah, après, c'est souvent notre problème aussi des gens cartésiens et qui adorent résoudre des problèmes et la complexité intellectuelle, tu vois. Parce que quelque part, ça nous fait du bien, tu vois. On aime ça aussi. Ouais. On aime, tu vois, genre brûler la vie
pour sortir en boîte, pour oublier le moment présent, j'en sais rien, tu vois, ça va pas nous stimuler, tu vois. Mm. Mais d'un autre côté, j'étais en train de. Des fois, tu pars un peu dans des. Tu peux partir dans des petits jugements où tu te dis, du coup, les gens qui sont full émotionnels, ben, ils sont pas très intelligents, ou alors, tu vois, genre des fois, tu peux avoir des raisonnements où tu comprends pas trop le truc. Et moi, je me suis intéressé justement un peu au côté cartésien versus émotionnel, tu vois. C'est Mm. hyper intéressant. Mais au final, on se rend pas compte que quand on est cartésien, quand on prend des décisions, tu vois, on établit des protocoles, qu'on va loin sur les raisonnements, en fait, on est complètement dicté par nos émotions, on s'en rend pas compte. Tu vois, Oui, c'est pour ça que c'est important d'avoir aussi une forme d'intelligence qui sert à analyser notre propre ressenti, nos propres émotions, quoi. mais c'est même pas ça, c'est de manière inconsciente, ça que j'essaye de dire, c'est qu'en fait, on est incapable de prendre des bonnes décisions sans en fait une part d'émotionnel, tu vois. C'est ça qui est fou et on s'en rend même pas compte. Et en gros, si tu veux, c'est toujours pathologique. Alors, d'ailleurs, je pense, et bon, j'ai pu lire aussi dans la littérature scientifique, mais si tu veux, quand il y a un déséquilibre comme ça entre vraiment le côté rationnel et les parties du cerveau qui gèrent l'émotionnel, eh ben, ça crée vraiment des pathologies, tu vois, ou des dépressions, ou des personnes qui sont incapables de prendre des décisions simples de la vie de tous les jours. Et c'est Daniel Kahneman, il a eu le prix Nobel, je crois, dans les années 2000 là-dessus. C'était hyper intéressant parce que ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis en évidence avec des patients qui avaient, si tu veux, des lésions au niveau. Euh, alors, je crois que c'était le cortex préfrontal, tu vois. Oui. C'est ça, Ouais. hein, qui gérait les émotions. Par contre, ils étaient full cartésiens, toujours aussi intelligents et tout, il n'y a pas de souci. Pas foutu de prendre des décisions, tu vois. Pas Mais foutu de se dire, bon, je vais aller c'est... dans tel supermarché, Ouais. je vais faire ce truc. Et il a mis en évidence justement ce que je suis en train de te dire, tu vois. C'est un truc de fou. Mais il y a une histoire de fou comme ça. C'est en fait comment on a découvert ça dans les neurosciences. C'est au 19e siècle, donc à l'époque où il y avait des chemins de fer, des mecs qui travaillaient avec de la dynamite et tout à l'ancienne. Ok. Le mec qui était avec sa baramine en train de fourrer de la dynamite dans un trou, et la dynamite elle a explosé. La baramine lui a traversé la tête, au niveau du lobe frontal justement, et le mec est pas mort. Ok. Et en gros, le mec, comme séquelle, il a juste eu une destruction complète de sa personnalité. C'était plus du tout la même personne. Lui qui était sympa, cool, machin, il est devenu impulsif, il s'est mis à boire, à fumer, machin. Et en fait, c'est là qu'on voit que donc, le cortex frontal, préfrontal, donc ce qui gère la partie un peu rationnelle, c'est aussi elle qui gère le contrôle des impulsions qui viennent de notre côté un peu primitif. Ouais, ouais. Donc en fait, cette partie-là du cerveau qui sert à réguler, elle régule même inconsciemment. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de te poser, de faire de la méditation à chaque fois que tu as une émotion négative. Il y a une partie qui se fait avant même que tu en aies conscience. Et en fait, ce feedback-là, il est super important dans le développement. Et c'est aussi une forme d'intelligence d'être capable de se dire, ok, là, il y a un truc, c'est en train de monter, je m'énerve. J'arrive à en prendre conscience parce que ça communique comme il faut et ça arrive dans la partie consciente du cerveau. Et j'arrive aussi à le réguler. C'est bien sympa d'en prendre conscience, mais si tu t'énerves, que tu te gères pas du tout, ça fait pas de toi quelqu'un de très agréable en société. Hmm. Donc en fait, dans le développement au cours de la construction de la personnalité et au fil de l'enfance, il y a ce phénomène en fait où on apprend à utiliser donc notamment son cortex préfrontal pour contrôler les émotions qui viennent d'en bas du cerveau. C'est pas le paléocortex. Je sais plus comment ça s'appelle, mais ouais, t'as les émotions primaires vraiment, Ouais, les j'ai pulsions pas. animales. Après, t'as deux niveaux, je crois, au-dessus de Hmm, rétrocontrôle qui te permet justement, sur ces instincts primaires, c'est ça. de pouvoir les. Et Et justement, si tu les as pas, généralement, on appelle ça état limite des troubles de personnalité, quoi. c'est ça. Ouais. Et il y a un truc qui est intéressant, c'est que tu as les enfants. Tu prends un enfant de 4 ans. Quand tu sais comment marche le cerveau d'un enfant de 4 ans, tu comprends que c'est complètement contre-productif de chercher à le raisonner quand il fait un caprice. Parce que lui, il n'a pas encore développé la partie de son cerveau qui sert à gérer sa frustration. Oui, clairement. Donc il est frustré, ça prend tout le pas sur son fonctionnement cognitif, et il faut accompagner ça plutôt que de lui dire mais enfin t'es en train de t'exciter pour rien, essaie de comprendre, machin.
Alors, deux problèmes, deux problèmes. Déjà, c'est les premières années de vie, du coup, qui sont les plus importantes parce que c'est là où, en fait, ton cerveau, il apprend justement les Ouais. choses chez un enfant. Et on appelle ça l'étape de la dissociation. En fait, si tu veux, le nouveau-né, il naît. Il Mm. n'est pas là en mode ça c'est ma mère, ça c'est mon papa, ça c'est la lumière, tu vois, au plafond. Ouais. Il est là en mode le mur, c'est ma daronne, tu vois. C'est le prolongement, la porte, c'est peut-être la main de ma daronne, tu vois. Qu'est-ce qui se passe, tu vois. Il Il mélange comprend tout. rien, mais Ouais. oui, pour lui, il Il... est impossible pour lui de faire justement la part des choses, tu vois. Et Et petit à petit, au fur et à mesure du temps, des mois, etc., il va commencer à distinguer les choses, ouais. ok. Et forcément, tes besoins, ils sont ultra primaires, tu vois. C'est manger, pipi, caca, je pleure pour rien, même des fois si je suis content, y a rien, tu vois. Parce que les choses, elles sont normales, elles se régulent. Le cerveau, il est en train de se construire, tu vois. Les liens, ils sont en train de se Mm. faire. Et c'est là, si les parents répondent pas aux besoins primaires de l'enfant, si tu veux, ah ben là, ça crée des gros pets au Là, casque. tu parles des besoins primaires, genre manger, boire, pipi, caca. Alors déjà, il y a ça, et puis et plus que ça, le côté émotionnel aussi. C'est le besoin de protection, tu Oui. vois, de ce qu'on parlait. Donc là, c'est la partie affective. Et oui, Donc en fait, c'est ce qui va construire l'enfant dans sa relation avec sa mère notamment, et exactement. avec ses parents dans l'idéal les deux. C'est en fait une bulle de sécurité qui va lui permettre d'exprimer ses émotions. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu peut-être des enfants de 3-4 ans, souvent ils sont très timides. Par rapport aux étrangers, ils ont tendance un petit peu à se mettre, voilà, à se mettre derrière la jambe de maman, à se cacher, machin. Parce que je sais, parce que j'en vois beaucoup en consultation. Et en fait, c'est normal, parce qu'ils savent que dans cet espace-là, ils sont en sécurité. Et ils ont besoin de cet espace de sécurité pour aller explorer et petit à petit prendre leur indépendance. Et si ces besoins, justement, ils sont pas, tu vois, on n'y répond pas, eh bien, on se retrouve avec des personnes, alors au premier stade, tu vois, qui ont pas du tout d'estime d'eux, qui sont pas bien dans leur peau, mais Mm. après, ça va jusqu'à je suis schizo, je suis borderline, tu vois, Alors, faut pas tout mélanger. Tu as les pathologies psychiatriques ouais, qu'on garde toute la vie et tu as les troubles de la personnalité, donc qui sont des troubles de construction de la personnalité au le fil de premier est l'enfance. généralement génétique, mais Ouais. j'ai pas vu qu'à 100% il était forcément. Il y a quand Donc, même il des, doit y avoir des contextes plus ou moins favorisants. comme le fait de, tu vois, d'avoir plusieurs personnalités, généralement, en fait, ça va être lié à un trauma. Généralement, c'est les parents dans l'enfance, tu vois. Oui. Et alors oui, je vois ce que tu veux dire, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de traumas qui développent des pires problèmes. Et voilà, donc du coup, la dissociation, et le problème, c'est que tu vois déjà on l'apprend pas aux parents, et la plupart des parents, comme ils sont pas forcément intelligents, parce que justement ils ont pas eux-mêmes des rétrocontrôles sur leurs émotions, parce qu'ils sont tellement énervés que ben, ils vont te gueuler dessus pour rien, tu vois, des choses comme ça. Et puis pire, hein, t'en as, ben voilà, j'ai fait tomber le produit vaisselle, je vais te mettre un coup de ceinture, tu vois. Mm. Tu vois, à un moment Donc ça, c'est donné, la version hardcore. voilà. Et Mais tu as ça, des versions avant, en fait. il y a des versions avant, mais la version hardcore, le coup de ceinture, la baffe dans la gueule, c'est très, très, très fréquent. Et c'est Ouais. autorisé, quelque part. Et c'est pour ça que moi, en fait, je trouve que déjà, le premier des soucis vient de là. On pourra peut-être en reparler après. Mais là déjà, c'est pas possible, tu vois. On le sait, c'est prouvé, il n'y a pas de mesures qui sont mises en place. Et bah, c'est un gros problème. Donc, bon. C'est toujours compliqué. Et tu as même des gens qui sont par ailleurs très équilibrés, qui ont fait tout leur truc et qui, en cours de route, pètent une durite, t'arrives plus à gérer les trucs. Et en fait, ça retombe sur leurs enfants. Moi, j'ai eu le cas avec une adolescente. La mère nous l'a amenée parce que l'adolescente, elle est insupportable, elle fait rien, elle s'énerve tout le temps, machin, machin. La mère, elle nous l'amène chez le médecin parce qu'on a proposé de la recevoir pour faire le point un peu et tout. Et on reçoit l'adolescente en consultation. Et pour le coup, une fois qu'on a passé la barrière de la timidité, etc., l'adolescente, elle nous faisait part de réflexions plutôt pertinentes. Voilà, j'ai des soucis relationnels avec ma mère parce qu'elle se met pas trop à ma place, elle fait que de m'engueuler pour telle et telle raison, moi voilà, j'ai du mal, machin. Et je me rendais compte qu'en fait, l'adolescente, bon, qui avait peut-être du mal à gérer ses émotions et tout, elle était quand même dans l'analyse de ce qui lui arrivait, et elle avait quand même des ressources intellectuelles pour s'en sortir. Et quand on a fait rentrer sa mère ensuite pour faire le point, la mère archi vénère, archi agressive, archi genre ouais t'as dit ça mais en fait toi qu'est-ce que tu fais machin toi machin et en fait tout de suite dans le conflit tu vois. Ouais, c'est ouf. Et là c'est chaud parce que tu te dis donc au début on partait du principe que l'enfant avait un trouble de l'opposition et donc du coup ça allait poser des problèmes machin. Tu te rends compte que l'enfant en question a une capacité d'analyse qui pourrait être mise à profit
Et que la mère, par contre, est dans une situation de vie probablement pas favorable à l'échange et probablement stressée, et répercute ça sur ses enfants. Et là, c'est super compliqué parce que la personne, elle va jamais entendre que c'est elle le problème. Très compliqué. Ouais, ça c'est très très fréquent. C'est très très fréquent. Et là, je parle d'un cas, pour moi, c'est un peu un cas d'école parce que Ouais, c'est un cas d'école. ça concerne beaucoup de monde. Et la maman, enfin la dame en question, je pense que c'était pas une mauvaise maman, tu vois, elle s'est bien occupée de ses enfants, voilà. Enfin, disons Et qu'elle a fait ce qu'elle a pu elle a en fait ce son qu'elle a âme et pu. conscience, mais Et bon. elle est juste arrivée dans une situation où elle s'est retrouvée acculée en fait face à ses propres défauts, quoi. Ouais, et encore une fois, on n'a pas les outils, donc pas conscience de voilà, qu'il faut se remettre en question. Même pas capable de se dire pourquoi, tu vois, j'agis comme ça. C'est la première base des choses, c'est déjà pourquoi j'ai cette émotion, tu vois, pourquoi je m'énerve. Ouais. Tu vois, est-ce que c'est légitime? Tu vois, dans la vie, tu vois, si tu commences pas à te dire putain, lui c'est un parce que, ouais, mais attends. Pourquoi je pense ça? Pourquoi il agit comme ça? Prends du recul. Tu te rends compte que généralement, en fait, tu Et vois. ça, tu vois, je trouve que c'est un exercice compliqué, même pour les gens qui sont plutôt intelligents. Moi, j'avais souvent tendance à me dire, je parle de moi il y a une dizaine d'années, tu vois, sur la fin de l'adolescence, début de ma vie d'adulte, souvent tendance à me dire, ben non mais là, on parle d'un sujet que je connais, j'ai raison, je sais ce que je dis, c'est sûr j'ai raison, tout cela là, c'est des pourquoi ils sont pas d'accord avec moi? Ouais, J'ai raison, ouais, objectivement. ouais. Et là, en fait, on comprend. En vieillissant, moi je trouve qu'on apprend à faire un peu plus la part des choses, à se dire que ben, j'ai peut-être raison sur une partie du truc, peut-être que l'autre, il a ses propres enjeux, ses propres biais, il a peut-être ses défauts qu'on peut reconnaître, mais en même temps, ce qu'il dit, c'est ce que lui croit, on doit le respecter, on doit essayer de comprendre pourquoi il en est arrivé là, etc. Et sinon, la discussion, elle sert à rien. Ouais, c'est ça. Mais moi, je suis toujours, et c'est toujours le cas dans la démarche d'aider les autres. Et en fait, moi, j'avais le problème où je voyais, parce que moi, tu vois, je sais que j'ai raison. Le truc, je l'ai torché, je l'ai retourné, ok. Mais je vois que la personne, je vois soit par les erreurs par lesquelles je suis passé, soit tout simplement il dit de la merde mais il s'en rend pas compte et je le vois. Et des fois, tu vois, comme je suis quelqu'un qui aime bien aller à l'affront et confronter, je dis non, c'est pas là, la vérité, elle est là. Et là, en fait, tu vas dans le conflit. Parce qu'une personne, en plus teubée, qui est sûre d'avoir raison, bah t'es dans la merde. Et en fait, faut pas avoir cette approche. Et moi, Ouais. en fait, j'avais pas ce tact avant. Et du coup, ben, forcément, les gens, automatiquement, pensaient que c'était moi le connard parce que je voulais avoir raison. Ouais. Parce que eux pensaient avoir raison. Et donc là, c'est toujours un problème. Donc c'est à ce moment-là, tu vois, qu'il faut poser des questions et l'amener à pourquoi tu penses ça. Hmm. Et généralement, tu débloques le truc, tu vois. Ouais, mais là, tu vois, la question c'est est-ce que même ça vaut le coup de rentrer dans une lutte d'arguments, je sais pas quoi, On machin. a chacun notre raison. Moi, il y a des fois, et j'arrive, comme, tu vois, j'arrive bien à cerner les gens. Et en général, j'arrive rapidement à savoir si c'est une sombre et qui sera capable à rien dans sa vie et qu'il fera chier tout le monde et que ça sera toujours comme ça. Ou alors la personne, en fait, elle a juste besoin de quelqu'un, tu vois, qui lui montre le chemin. En fait, là, tu viens sur le sujet d'en fait, est-ce que la personne en face, elle est open? Est-ce qu'elle a besoin de toi dans sa Ben, vie? oui, mais après, il y a des fois, même elle, elle va croire que non. Elle s'en rend pas compte que Mais à si. partir du moment où elle croit que non, elle a pas besoin de toi. Parce qu'en fait, elle considère qu'elle a pas besoin de toi. À partir de là, tu peux rien faire. Oui, C'est mais fini. je vais pas lui dire, s'il te plaît, je veux t'aider. Non, tu dis pas. Je vais, tu vois, effleurer, tu vois, une sensation de ah ouais, peut-être je me trompe. Juste ça, moi, ça m'a pas demandé d'effort. Et tu vois, pour moi, c'est faire du bien dans la vie des Ouais, gens. faut réussir à se le C'est faire. sans effort, lui amener juste à se poser une question qu'elle serait peut-être posée dans 15 ans, Faut réussir tu à le vois. faire avec subtilité, quoi. Mais c'est ce que je te dis, C'est maintenant j'arrive à ouais. le faire. Avant j'étais incapable. Mais maintenant ça me coûte rien. Je me dis que j'ai fait de mon mieux sans, tu vois, aller à son encontre. Ouais. Et des fois, ben, ça se passe bien, des fois ça se passe mal. Et puis après, la personne complètement fêlée, tu la vois et tu l'évites. Là, voilà, ça va vite. Mais c'est pas mal ce que je fais au cabinet, tu vois, parce qu'on est quand même amené à être confronté aux habitudes de vie des gens et à leurs problèmes de santé. On est amené à faire le parallèle entre les deux, éventuellement. Et comme la dernière fois, le sujet c'était l'hygiène de vie. Et quand t'as un mec qui arrive, tu le vois, le mec complètement obèse, voilà, il a une démarche, voilà, une démarche de mec qui s'en fout complet, il s'assoit et il est là pour faire son bilan sanguin annuel. Tu commences à lui dire, ouais, vous êtes en prédiabète. Vous avez 40 ans, ça va commencer à poser problème, machin. Il te botte en touche.
te fait ouais, mais ça c'est des bonnes bouffes avec les copains. Rien de. Voilà, c'est comme ça. Hein. Ouais. Là, en fait, tu sens que le mec il est pas open à écouter tes conseils sur l'alimentation, machin, machin. Tu peux lui dire, hein. Tu te dis, moi mon but c'est d'amener la bonne parole, de prêcher la parole du Seigneur sur terre. Tu peux y aller. Hein. Par contre, tu vas perdre ton temps. Là où moi je trouve que c'est intéressant, c'est juste de le tâter un peu, tu vois. Tu balances le sujet, voilà, vous êtes en prédiabète, vous en pensez quoi vous avez 40 ans, comment vous voyez l'avenir machin. Et tu poses des questions, tu tâtes un peu le terrain, et puis tu perds pas ton temps à discuter avec des gens qui veulent pas t'entendre. Et ça, c'est une erreur que j'ai beaucoup fait, tu vois, quand j'étais jeune, d'expliquer des gens, des choses, parfois même compliquées, à des gens qui n'ont pas envie de les entendre. D'ailleurs, tu me fais penser à un truc, rien à voir là. Je sais pas si je devrais le dire, mais tu vois, la personne, en son âme et conscience, elle sait qu'elle va au gouffre, qu'elle fait de la merde. Le jour, faut la soigner, et puis t'as tous les trucs dans le mode, ouais, remboursement de soins de santé. Mais déjà, pour moi, cette personne, doit pas être prioritaire. Pendant que t'as des gens vraiment dans le besoin, ils ont un peu de mal, tu vois, à se faire rembourser, alors qu'ils ont tout fait, ils t'ont écouté, etc. Ouais. Ça, c'est un vrai sujet aussi. Moi, c'est un truc qui me trouble beaucoup en tant que professionnel de santé. Hein, c'est Alors, il y a toujours l'aspect éducation, habitude, mais il y a des fois, il n'y a rien à voir. Et je suis une sombre merde, je vais me torcher à l'alcool, ok? Mhm. On t'a dit pour ton foie, tu reviens, nana, hop, lésion, nana, on doit s'occuper de toi, mais tu nous casses les couilles en fait. Tu vois, à un moment donné, ça suffit. Ouais. Tu vois, et à un moment donné, ta femme m'a quitté, nana, mais ouais, mais fallait arrêter de la taper parce que en fait, tu buvais trop d'alcool, tu vois. Et on voit C'est- des histoires de fous malades. Il y a un mec que j'ai entendu l'histoire d'un mec là récemment, 35 ans, insuffisance rénale, débutante. Ok. Bon, il y a une pathologie génétique un peu chiante et tout. On se rend compte que le mec, il faut qu'on soit archi carré sur la tension et qu'on lui donne un traitement préventif pour pas qu'il défonce son rein. On lui explique ça une fois, le mec s'en bat les couilles, il revient 3 ans plus tard. Ouais. On lui réexplique ça, entre les deux, il a perdu de la fonction rénale, donc son rein marche moins bien. On lui réexplique, on lui montre les chiffres, on lui dit voilà, bon là, t'as perdu, si on continue sur la trajectoire, dans 2 ans, t'as plus de rien, t'en dialyse. Il s'en bat les couilles, on lui prescrit le traitement pour 6 mois, il revient au bout d'un an, donc forcément, il n'a pas pris le traitement, il en a eu rien à foutre. Et finalement, il finit en dialyse. Quelques années plus tard, à force à 40 ans, t'es en dialyse, c'est pas une très bonne situation, tu finis par avoir une grève de rein. Moi, j'ai appris ça, je me suis dit, putain, le mec a une grève de rein. Déjà, ça veut dire que quelqu'un d'autre qui s'est peut-être soigné très bien n'aura pas cette greffe, Ouais, parce que la liste d'attente des donneurs, elle est très longue. Et les critères, ils sont pétés, quoi. Et les critères, c'est par âge et par état de santé. Oh, Lui, comme il avait que son rein qui partait en couille, on considérait que c'était super rentable de lui filer un rein à lui. C'est insupportable. Et c'est vrai, d'un côté, parce que par rapport aux critères objectifs, machin, par contre, quand tu connais l'histoire du mec qui Mais s'est là- pas pris en main dès le Il début, n'a pas mérité. c'est relou. Et finalement, c'est sa femme qui lui a donné son rein. Et la greffe n'a pas prise. Donc il est reparti en dialyse. Donc la femme a perdu son rein dans la bataille. Lui, il a perdu le rein de sa femme. Il est reparti en dialyse, retour au point de départ. Ouah, c'est chaud. Et là, je me dis, attends, mais t'imagines. C'est une sombre merde. Il Mais nique, t'imagines- il nique sa vie et celle des gens à côté. Et t'imagines, le mec, il s'est pas soigné. Il a chopé le rein de sa femme. T'imagines, il manquerait plus qu'il trompe sa femme. Mais oh, bah, à mon avis. Non, mais oh, les gens. Mais d'ailleurs, dans mon entourage, alors pas des cas comme ça, mais je connais trop de gens qui, t'es là, tu leur rabats, je vais prendre une prise de sang au cas où, fais attention à ça, parce que tu sais, tu vois. En fait, je pense qu'il y a un fusible qui a sauté dans le cerveau, en mode je me déresponsabilise de moi-même, tu vois. Ouais. Ouais, tout ça, c'est plus mon problème. C'est balèque. C'est quoi? Je comprends pas. Je pense qu'il y a une part dans l'éducation aussi. À la limite, il y a un côté où tu as envie de lâcher prise, machin, respect, je respecte ton choix. Par contre, ne me demande pas de payer avec mes cotisations sociales tes erreurs. Ouais, mais bon, de toute façon, ça se fait automatiquement, c'est là et tout. Bon, voilà, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas pas dire non, non, je vais pas me faire rembourser. À un moment donné aussi. Bon, Et c'est relou. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Compliqué.
Mais de toute façon, là, on parle de tous ces sombres merdes là et tout, qui sont complètement cons. Mais allons direct dans le vif du sujet. C'est quoi l'intelligence, tu vois, pour toi? Parce que moi, en ce moment, on est tous là à dire, ouais, on a tous des capacités, on est tous plus ou moins intelligents, mais je suis pas d'accord avec ça, tu vois, c'est de la merde. Genre, tu vois, il y a la théorie de, je crois qu'il s'appelle, tu sais, la théorie des intelligences multiples de Howard Gardner, je crois. Mhm. Il me semble qu'il s'appelle comme, non, ouais, bon, la théorie des intelligences multiples. Et en fait, tu as 8 types d'intelligence, tu vois. Et en fait, déjà, pour moi, c'est pas des intelligences, tu vois, c'est des capacités. Et en gros, c'est logico-mathématique, Oui. l'intelligence des langues, je sais pas quoi, ce que tu veux. Mais tu vois, pour moi, c'est des capacités et en rien ça mesure et ça peut, tu vois, légitimer l'intelligence. Tu vois comment fonctionne un ordi? J'allais te prendre la même métaphore. Un ordi, tu as plusieurs composants. Chacun de ces composants a une puissance de calcul ou des caractéristiques propres, et ensemble, ils fonctionnent plus ou moins bien. Tu prends un processeur de ouf, mais t'as pas de RAM. Bah, ça va être un peu compliqué, tu vois. Donc la RAM, c'est la mémoire de stockage immédiate qui sert à faire des calculs compliqués pour que ça soit stocké, voilà. Euh, Tu prends un processeur de ouf, t'as pas de carte graphique. Ton processeur, il a beau être ouf, sur tout ce qui est graphique, tu vas être flingué. Et en fait, c'est un peu ça l'intelligence. C'est pour moi une forme d'harmonie entre les différents domaines de compétences et une forme de communication intelligente entre, ben, là, j'ai une capacité d'analyse de mes émotions que je mets au profit de ma capacité à planifier les choses de ma vie, que je mets au profit de créer des projets, machin, machin, et que je mets en rapport avec ce que j'ai appris à l'école, que je mets aussi en rapport avec une logique euh, logico-mathématique dans la vie de tous les jours pour résoudre des problèmes terre à Ouais. terre. Moi, j'avais la même métaphore que toi. Ouais. Genre, à chaque fois dans ma tête, je me dis, ben, prends le dernier des processeurs, tu vois, le dernier Ryzen 9, tu vois. Ok, c'est cool. T'es là, t'as pas assez de RAM, mais t'en as un peu, tu vois. Et puis, t'as une carte graphique éclatée. Bah, ok, c'est cool. T'arrives un peu à aller sur Internet. Donc, en gros, tu fais les trucs de base de Je la pense vie. que tu vas vite sur Internet. Mais mais dès que tu ouvres un logiciel, un truc important ou qu'il faut, tu vois, un peu de RAM et de carte graphique, c'est foutu, ça sert à rien, tu peux rien faire. Tu peux faire qu'un truc à la fois et à chaque fois ça rame. Mais tu peux aller très très vite dans ton navigateur de fichiers. Voilà, mais t'es pas efficace. Ouais. Et bien en fait, l'intelligence c'est pareil. Tu vois, autant avoir un peu moins de processeurs, tu prends un petit Ryzen 5 7, mais t'as une bonne carte graphique qui est, tu vois, qui va Ouais. avec ta RAM et tout. Et là, t'as les capacités suffisantes pour faire 80% des tâches. Tu deviens polyvalent. Et j'irai encore plus loin dans la métaphore, tu vois. C'est en mode, et t'as le logiciel aussi, parce qu'on va dire ordinateur cartésien, c'est pas des êtres humains, bah tu mets le logiciel émotion, tu vois. Et Ouais. qui est capable de, tu vois, d'optimiser toutes tes tâches. En gros, Donc, tu vois, je vois le truc comme ça. ouais, tu as une partie qui est comme du hardware, donc la technologie solide, et tu as une partie qui est les logiciels que tu mets dedans. Est-ce que tu mets pas taquet de merde dedans qui vont empêcher le machin de fonctionner? Ouais. Tu chopes 10 000 virus, tu démarres ton ordi, il met 8 heures à Et démarrer. puis au final, sur ton écran, ça fait une image de merde, on voit rien, les gens au couteau, ils comprennent pas, tu vois. Voilà. Donc en fait, tu as deux trucs qui vont ensemble. Tu as le matériel que tu utilises et qu'est-ce que tu as comme logiciel pour mettre dedans. Est-ce que ces logiciels sont efficaces pour bien utiliser ton matériel? C'est ça. Et à la rigueur, tu vois, si on prend le système éducatif, il t'entraîne qu'une, deux ou trois capacités, tu vois, à l'école. C'est Ouais. tout. Logico-mathématiques et encore, tu vois bien que de base, en plus, c'est une des capacités les plus compliquées. Quand tu es plus quelqu'un d'intuitif ou tu vois, tu as des capacités un peu différentes, on te force à aller là-dedans. Donc c'est là où tu as des gens qui vont directement se dire que je suis nul en maths, qui vont être les derniers de la classe, ils vont être exclus. Et ça pose des problèmes. Mais au final, en rien, tu apprends à être intelligent. Tu Ouais, vois. mais si tu prends le volet scolaire dans la partie programme scolaire, ok, il y a des limites. Mais il y a aussi tout un côté où l'école, c'est aussi une manière de sortir de chez soi, donc d'avoir des compétences sociales. Hmm. C'est une manière aussi de rythmer tes journées, donc d'avoir une capacité à gérer ton rythme dans la vie. Donc c'est aussi une compétence que tu acquiers. C'est du logiciel, tout ça. Ouais, moi, il y a des choses positives, tu Il y a vois. plein de choses positives. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'à côté, le système parental, tu vois, ben, soit en adéquation un peu, tu vois, aille dans le Ouais. même sens.
C'est toujours compliqué, t'en as jamais un qui peut compenser l'autre. Au contraire, généralement, si tu as un des systèmes qui est grave défaillant, si tu veux, eh ben, dans le système où ça va aller, ça va pas bien se passer, tu vois. Ou alors, les mécanismes de surcompensation, généralement, c'est pas fou. Tu fais que masquer le problème, et on le voit souvent avec les enfants. Mais après, au-delà du système éducatif, c'est dommage parce qu'il suffirait d'instaurer des règles, comprendre certaines choses pour que, si tu veux, la société change, pour que beaucoup de choses, tu vois, s'améliorent. Pas grand-chose, tu vois, mais déjà, bon, on a vu que le premier problème, c'était celui des parents. Donc, Ouais. c'était déjà, à un moment donné, si tu as des parents complètement foutus, tu vois, qui veulent juste faire comme tout le monde, avoir des enfants, je pense pas que c'est une bonne chose de les laisser faire. Ça, c'est mon avis, tu vois. Après, il y a plein de choses comme ça. Pour moi, ça peut être normé, hein, avec des psychanalystes, des psychologues, remplir des dossiers dématérialisés. C'est des choses qui peuvent se faire simplement et ça éviterait justement tout un tas de paperasse et de problèmes. Ça, c'est une chose, c'est une petite aparté. Et puis, j'instaurais aussi, peut-être pour pas trop bousculer le système scolaire et faire les choses doucement, peut-être une matière à l'école, tu vois. Une matière, je l'appellerais simplement, tu vois, pourquoi. Tu vois. Les cours de pourquoi. Des cours de pourquoi. Ouais. Parce que ça me fait rire comme les enfants, ils découvrent le monde et à chaque fois, mais pourquoi ça, c'est cette couleur, pourquoi. Mais en fait, c'est le meilleur mécanisme pour apprendre, pour Ouais. éveiller, Et t'as beaucoup de gens qui comprennent pas ça et qui sont là à brider les gosses, arrête de me casser les couilles, etc. Et l'école enfonce le clou pour moi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et on C'est-à-dire le que perd. plutôt que d'apprendre plein de trucs qu'on considère, enfin que les enfants considèrent servir à rien pendant Comment 16 tu ans, crois qu'ils font les liens et qu'ils construisent en fait, tu mais vois, à des la schémas. fin tu te prends une année de philosophie comme ça par-dessus les pâquerettes qu'on t'apprend en te faisant apprendre des trucs par cœur. Pourquoi pas intégrer la notion de philosophie d'une manière adaptée à chaque niveau au fil de l'éducation. Au début, c'est des cours de pourquoi, ok, ça va être de la culture générale, ça va être inciter les enfants aussi à se poser les questions, Bien sûr, à peut-être discuter bien entre sûr. eux. Et au moins, tu vois, ça se mettra en cohérence. Tout ce que c'était déjà avant, la matière pourquoi mettrait en lien toutes les matières. Et à un moment Ouais. donné aussi, l'élève devrait faire le choix éclairé et pas en fait te forcer à choisir LV2 au bac, me casse pas les couilles, tu vois, ou perdre ton énergie sur des trucs inintéressants. Plutôt, tu pourrais tu vois, l'apprendre à faire des trucs qui vont être productifs pour sa vie, ou s'il a envie de faire de l'entreprise, tu vois, qui fait des dingueries, tu vois, l'éveiller à ça, le permettre justement d'être excellent et Et on plus devrait que les mettre autres. des cours de pourquoi à tout le monde et différentes options de comment. Voilà. Allez, Voilà, c'est bon. merci. Votez pour Votez moi. pour nous. Ouais, mais je suis d'accord. Excellent. Voilà, facile les programmes les gars. C'est facile, programme politique. Ouais. Non, parce que c'est bien de mettre des mesurets, dire nous on va faire ça. Mais au final, tu règles jamais le fond des problèmes. Tu le vois dans tous les partis politiques. Et dès que, en fait, tu joues sur ce que les gens ont envie d'entendre, ben ça marche. Tu vois. Et les gens, en fait, ils se rendent même pas compte, tu vois, qu'ils votent pour des choses qui ne peuvent pas changer la vie même dans laquelle ils se reconnaissent. Mais c'est le serpent qui se mord la queue. Ce podcast, on repart au début du podcast, tous les biais cognitifs, d'accord, le but c'est de faire du putaclic. Et comme par hasard, là, c'est quoi? Ben, c'est les élections, c'est la politique, c'est tout le monde qui essaie de faire le plus de putaclic. Ouais. Mais au bout d'un moment, bon, déjà, c'est pas eux qui vont vous sauver. Hein. Moi, je vous le dis, c'est pour ça C'est que pas je la suis- politique. je Et suis puis, très sceptique. s'ils sont là, généralement, c'est pas pour leur intelligence. Hein. Et s'ils sont là, généralement, c'est qu'ils sont pas ailleurs. Et demandez-vous pourquoi ils sont pas ailleurs. Ouais, c'est clair. Non, mais on fait parler toujours. C'est pas les gens qu'on entend le plus parler qui ont peut-être le plus de choses à dire. Et faut se méfier, voilà, des trop belles couvertures de livres. Et au final, tu ouvres le machin, tu te fais chier pendant 3 heures. Bon, tu le lis même pas pendant 3 heures, tu le lis 10 minutes. Tu te rends compte que tu as perdu 20 De balles. toute façon, la vérité, tous ceux qui sont fiers et sûrs d'eux, là, le gros biais Ouais. cognitif, ils ont jamais lu un programme en entier, et c'est de comprendre pourquoi. Tu vois. Ils ont jamais été regarder les petites lignes et se rendre compte qu'en fait, il y avait des incohérences à tous les trucs. C'est-à-dire que tu prends un professionnel de chaque domaine du programme, un seul professionnel, tu n'as même pas besoin d'un panel d'experts, machin, mes couilles. Tu prends un seul professionnel, tu le confrontes à ce qui est marqué dans le programme, un vrai professionnel, je ne parle pas d'un syndicaliste ou d'un mec Ouais. qui pipe rien. Un vrai professionnel, moi par exemple, à chaque fois je lis la rubrique santé des programmes, ils disent tous de la merde. Ouais. Il n'y en a aucun qui s'ancre dans la réalité pour proposer une solution. Ce qu'ils font, c'est du putaclic. On va obliger les médecins à aller dans les déserts, on va dépenser tel argent à tel endroit, ça va régler le problème. Non. Déjà, tu prends des gens qui connaissent le truc,
tu leur demandes à eux ce qu'il faut faire. Voilà. Et en fait, après, on commence à travailler sur les trucs qu'ils ont proposés, tu vois. C'est ça. Donc, moi, je suis très peu motivé pour ces prochaines élections. Moi, je suis plus du tout investi. Je me sens plus. Ça Ouais. m'intéresse même plus de regarder. C'est compliqué. Quand t'as compris le game et le jeu d'avance, t'as plus envie de jouer en fait. Ouais. En soi, donc bon. Parlons un peu d'études justement, d'analyse, tu vois. Allons dans la réflexion, tu vois, un peu plus. Mhm. Mais on a parlé pas mal de ce qu'on considérait comme vrai, mais on n'a pas dit comment on en arrive là pour considérer que cette chose-là est vraie. Ouais. En fait, ça a un nom quand même. Il y a quand même 2-3 mecs qui ont réfléchi avant nous. C'est bien de savoir un peu ce qu'ils ont fait. En fait, c'est la méthode scientifique qui permet de décrire le monde dans lequel on vit au travers de théories. Et ces théories, elles ne sont pas toutes vraies, mais c'est les meilleures qu'on a. C'est bien de parler de ça, parce que c'est la base et les gens ils comprennent pas trop. Et ça, Ouais. pour moi, si on allait en cours de pourquoi à l'école, au moment du lycée, là, ou à la fin du collège, ça deviendrait un truc de gigabase, tu vois. Parce que c'est pas forcément utile de savoir dériver une fonction affine. C'est vrai. Par contre, c'est toujours utile de savoir pourquoi le mec qui me dit ça, enfin, essayer de comprendre pourquoi le mec qui me dit ça, Mhm. sur quoi il se base, et enfin, sa manière d'analyser les choses, qu'est-ce qu'il prend en compte comme critère. On va faire les choses de manière assez simple. On a ce qu'on appelle en science un paradigme. Donc un paradigme, c'est l'ensemble des théories les plus approuvées du moment, et ces théories ont tendance à évoluer dans le temps. Ça veut dire que si je prends le paradigme d'il y a 50 ans, il y a tout plein de choses qui n'y étaient pas, ou tout plein de choses qui ont changé entre-temps. Ouais. Donc le paradigme, c'est Ou pas. l'ensemble. Ou pas. Il y a des choses qui sont restées telles quelles parce qu'on n'a pas trouvé mieux. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'une théorie, celle qu'on croit actuellement, enfin, on est obligé d'y croire, parce que la vraie réalité, en science, on ne la décrit pas réellement. On ne fait que s'en approcher, et d'une théorie à une autre, on essaie de s'en approcher le plus possible. Exactement. Une théorie, c'est un modèle qui permet de réunir entre eux les différents éléments de preuve et d'expliquer logiquement et de prédire aussi des nouveaux éléments de preuve à l'avenir. Ce que je veux dire, c'est que la théorie de l'évolution prend en compte les éléments de preuve qu'on a, donc l'archéologie, les dinosaures, puis telle autre Tu donnes espèce, des événements prédictifs. donne des événements donc, de l'antériorité et prédit les événements du futur. Alors tu vas te dire, sur l'échelle de la vie humaine, ça va être compliqué d'être sûr que cette prédiction va se révéler vraie. Sauf que la théorie de l'évolution, elle commence à avoir un petit peu de temps, et il y a des trucs qui vivent vachement plus vite que les humains, notamment des poissons, des insectes, des trucs comme ça. Donc ces bestioles-là, quand on les étudie dans certaines conditions, on se rend compte que cette théorie se vérifie dans ce cas-là. Voilà, il y a des théories qu'on a pu vérifier même en Donc, laboratoire, voilà. en vérifiant, en regardant les gènes, etc. Donc comme ça, on se dit que, ok, on a créé un modèle à partir de ce qu'on a analysé comme preuve, et ce modèle, pour l'instant, il est prédictif de ce qu'on trouve. Donc ça nous va bien, c'est cohérent. Voilà. Et donc cette théorie, tant qu'on n'a pas d'entorse à sa règle, tant qu'on n'en a pas suffisamment, on ne va pas la remettre en question. Un jour, je me rends compte que ma théorie, elle n'est pas si bien que ça, parce que petit autour, il y a plusieurs éléments de preuve qui se détachent de cette théorie et qui sont pas prédits. Et là, en fait, on va se dire, putain, en fait, ma théorie, elle n'est pas suffisamment bonne, parce qu'elle n'inclut pas tous les éléments de preuve que j'ai. Et là, on va chercher une nouvelle théorie qui va englober plus d'éléments de preuve, ou qui va en englober des différents. Et c'est là, en fait, on arrive à un espèce de clash de théories. Donc, telle théorie versus telle théorie. Et là, on entre dans un jeu plutôt de pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, les scientifiques vont plutôt jouer de leur influence pour dire, voilà, mon truc, il se justifie de telle manière, mon truc justifie de telle manière.
Si on veut être absolutiste dans l'absolu, les deux théories, les deux modèles, tant qu'ils incluent des éléments de preuve et qui sont prédictifs, ils ont une valeur qui pourrait être équivalente. La différence se fait soit sur la quantité des éléments de preuve et de la prédiction, soit sur un jeu d'influence. Et là, en fait, tu vois que la science, dès sa construction, elle implique en fait des notions de société, de biais cognitifs, de jeu de pouvoir, etc. Dans son ADN en fait. Ouais, clairement. Et là, ça devient un peu compliqué. J'ai un petit contre-exemple d'ailleurs parce que j'en ai qu'une en tête, je sais pas s'il y en a d'autres, mais si tu prends la théorie de la relativité restreinte d'Einstein, Ouais, elle est vérifiable sauf à l'échelle du plus petit. ouais, Et ça, c'est fou. Ouais. Mais on n'a pas d'autre modèle qui est capable justement en fait justement de la réfuter non plus. Donc ça, c'est fou. Mais on remarquera aussi que les théories, justement, quand c'est palpable, quand c'est à côté de nous, quand on peut l'observer de près, etc., bah, c'est plus facile de réfuter ou d'accepter une théorie. Mais si tu prends par exemple l'astrologie, la cosmologie, bah là c'est loin, on essaye d'approcher une vérité avec des outils, et c'est pour ça qu'il y a 10 000 théories, et qu'on n'arrive pas à savoir, tu vois. Et alors c'est pour ça aussi que ça passionne. Mais c'est aussi si tu prends Darwin, ouais, tu vois, donc la théorie de l'évolution, le darwinisme, ouais, ben là c'est palpable, tu le vérifies, tu as envie même, c'est autour de toi. Et donc voilà, c'est plus facile de faire des études, de le vérifier, tu vois, d'essayer même de le réfuter, etc. oui, c'est quand même plus facile d'être prédictif sur des cycles de vie de papillons que d'être prédictif sur les explosions des galaxies dans le ciel, même si finalement on y arrive. À 20 milliards d'années-lumière, et Ouais. puis on sait que c'est 20 milliards d'années-lumière parce qu'en fait, c'est 20 milliards d'années qui sont mortes, tu vois, et qu'elles n'existent plus. Donc, Tout ça est très compliqué. Hein. voilà, donc chacun son domaine de compétences. Mais finalement, l'astronomie, les sciences, C'est des passionnant choses d'ailleurs, qui moi sont ça me passionne. passionnantes, Ouais. mais qui sont très loin de nous en termes de conséquences. Oui, Quand on prend la santé, c'est des choses qui sont très proches de nous en termes de conséquences, systématiquement. C'est-à-dire que des innovations en santé vont très vite faire la une des journaux, et on va être là, ouais, on a trouvé le remède contre le sida, machin. Tu lis un peu le truc, et tu te rends compte qu'en fait, on n'a pas du tout trouvé le remède contre le sida. C'est une étude qui a été menée sur un mec qui a marché. voilà. C'est Et ridicule. du coup, les médias, comme ils veulent faire du clic, comme les politiciens, comme tout le monde, ils te disent on a trouvé le remède contre le sida. Et comme les gens, ils sont allés à l'école mais qu'il n'y avait pas de cours de pourquoi, eh ben, ils croient qu'on a trouvé le remède contre le sida jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que c'est de la merde. Et puis surtout aussi le fait que tu as les gens qui n'ont pas assez niveau d'intelligence, qu'on va traiter de complotistes, et puis parce qu'ils le sont. Comme par exemple, si on n'a pas trouvé le remède contre le sida, c'est parce qu'en fait, ils veulent se faire des sous. Déjà, prouve-le, tu vois, les lobbies pharmaceutiques. Ouais. En fait, la réalité des choses, c'est que c'est plus complexe. En fait, déjà, toi-même, tu fais pas la différence entre un virus et une bactérie. Donc, à un moment donné, ça pose problème, tu vois. Oui. Tu vois, la thérapie, c'est pour le sida, pour le VIH, du coup, pour être plus précis, c'est une trithérapie. Ça empêche justement le virus d'infecter les cellules sur des récepteurs. Et on voit qu'il y a certains problèmes là-dessus, et qu'au final, on peut pas comme ça en fait vacciner, tu vois, parce que c'est un virus qui est virulent et qui agit sur certaines en fait cellules de ton corps. Qui mute en fait d'une génération Et à en l'autre, fait, beaucoup tu trop vois, vite. quand toi tu fais des amalgames parce que t'es trop con et tu te dis que si ça marche là, ça doit marcher là, mais si je trouve pas le faire, c'est juste que Juste que t'as rien compris. Et en qu'en fait, tu t'as sais rien pas compris, t'es une sombre mais t'es pas assez intelligent pour te remettre en question, tu vois. Mais le problème, c'est que t'as des gens qui vont jouer là-dessus. Ouais. Et donc, tu vois, tu vas avoir des mecs qui vont t'alpaguer, tu vois, et qui vont te dire, ouais, ça c'est l'État, ça c'est ça, et ça c'est comme ça et tout. Et puis au final, tu te rends même pas compte qu'ils vont se faire des sous dans ton dos parce qu'en fait, tu vas adhérer à la secte, tu vois. Ouais. Et ça me fait rire. Et t'en vois partout, là, les mecs anti-vax et Mais il tout. y a ça à tous les niveaux. C'est un peu À désespérant. la politique. Ouais. Déjà, à l'échelle de la politique, ça suffit, tu vois, tu Ouais. l'observes. Moi, j'avais anticipé le truc de Macron. Ouais, je vais vous enlever la taxe d'habitation. Les gens ont gobé, ils ont, ouais, c'est trop bien. C'est palpable, c'est immédiat. Il est trop fort en marketing. Moi, j'ai capté qu'il réglait aucun problème. Le chèque, scolaire, tu vois, pour t'acheter des livres et tout, à 18 ans, mais à 18 ans, qu'est-ce que tu fous? Tu rentres, tu vas sur Pornhub, tu vas fumer des joints. T'es là, qu'est-ce que tu vas t'acheter Influence et manipulation de Robert Cialdini? À quel moment? Tu vois? Ouais. Genre à un moment donné, t'as assez de bouquins déjà en philo à lire que ta prof t'a donné, tu vas en rentrant. Et voilà, mais les gens sont manipulables parce qu'il manque en fait justement de la bonne carte graphique.
Il y a un composé, il y a certains composés qui sont pas tous Mais du au coup, même on est là niveau, aussi ouais. pour apporter des solutions, donc c'est bien d'écrire des problèmes. Moi, j'aimerais qu'on parle des études. Donc, moi, je me sens OP, mais t'es encore plus calé que moi, je pense, pour en parler. Justement, faisons la distinction des études significatives et celles qui le sont pas, en fait. Donc, par Même les exemple, études. parlons des effets placebo, je vais te laisser en parler, Mhm. nocebo, des essais en double aveugle, des études longitudinales, par exemple. Mais vraiment, en On bref, tu va vois. peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais ce qu'on peut retenir en fait au niveau de la preuve scientifique, c'est qu'en fait, il y a différents niveaux de preuve. Je vais vous donner un exemple assez simple. On prend une étude sur 10 000 personnes et une étude sur 10 personnes. Vous vous doutez bien que celle sur 10 000 personnes va coûter plus cher à fabriquer, il va falloir du temps pour traiter les données et tout. Mais à la fin, ce qu'elle nous dit, ça a plus de valeur que quand on étudie sur 10 personnes. Parce qu'il y a plein de choses dans la vie qui sont aléatoires aussi. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Donc déjà, quand tu vois une étude, la première question à se poser, c'est quelle est la méthode qui a été employée. Donc la méthode, ça va être, bon, je prends deux mecs, donc déjà il y a deux mecs, il n'y en a pas 10 versus 10, il y en a deux, et je compare ce qu'ils font. Donc il y en a un qui va faire tel traitement et l'autre qui va faire l'autre traitement. Miracle, celui qui a mon traitement, il guérit. Et là, tu vas te dire, trop bien, mon traitement il guérit. Mais en fait, c'est pas aussi simple que ça, parce que dans la vie, il y a plein de trucs aléatoires, et des fois aussi, on guérit par hasard dans la vie. Et parlons des biais, justement. Et donc, Ces fameux biais. moi, j'ai fait 10 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans d'études, bon, ça ne s'arrête jamais. Je vais voir cette étude, dès l'introduction, dès le résumé, on appelle ça l'abstract. Je vais voir la méthode, je vais voir, ok, il y a trois mecs, il y en a un qui a fait rien, un qui a fait un traitement A, un qui a fait un traitement B. Ça prouve rien du tout. Parce que ces trois mecs, ils ont chacun une vie différente, une morphologie différente. Voilà, tu vois, il faut essayer de contrôler un peu les paramètres pour comparer ce qu'on veut comparer. Ouais, totalement. C'est comme ça que des fois, tu as des protocoles, des scientifiques qui sont un peu moins bêtes que les autres, ils disent, pour comparer deux méthodes de musculation, je vais en faire une sur une jambe, une sur l'autre jambe. C'est déjà un peu moins con, parce que la personne en question, tu compares son côté gauche, son côté droit, mais c'est la même génétique, c'est la même personne, il mange de la même manière pendant toute l'étude, etc. Tu vois, tu contrôles plein de paramètres. Sauf qu'il a une jambe dominante et une jambe non dominante au niveau neurologique. Donc du coup, déjà, il faut se poser la question. Ouais. Parce que si jamais tu veux montrer que ton exo pour muscler le quadriceps, c'est le meilleur, ben, tous les mecs, tu leur mets la jambe dominante, tu prends des droitiers, des gauchers comme ça t'arrange, et tu fais le protocole qui t'arrange d'avoir comme réponse sur la jambe dominante. Et là, en fait, tu as une étude qui est soi-disant super efficace sur 20 mecs, où on a contrôlé tous les biais en faisant en sorte que ce soit sur les deux jambes. En fait, tu te rends compte que le mec, il a juste voulu démontrer son hypothèse à la base. Et en fait, il t'arnaque. Donc, le fait qu'il y ait une étude n'est pas du tout un critère d'exactitude. Les Et études, encore moins de vérité. et encore moins de vérité, les études sont des éléments de preuve qu'il convient d'intégrer ou pas, en fonction de leur valeur, dans le modèle théorique. Et je dirais même plus quelque chose va à l'encontre d'un modèle théorique, et plus il faut qu'il soit archi solide. Parce que moi, si je veux prouver, je sais pas moi, si je veux prouver que tu peux prendre du muscle en mangeant zéro protéine, là, du point de vue du modèle théorique qu'on se fait de la construction musculaire, manger zéro acide aminé dans ton alimentation et prendre du muscle, ça paraît débile parce que tu vas pisser tes acides aminés de la vie de tous les jours et tu vas pas en ingérer. Sauf que moi, je vais te prendre trois mecs, je vais les surentraîner, je vais leur filer des légumes et par chance, ils vont trouver 2-3 acides aminés dans les légumes, je vais les doper à testostérone et à la fin, ils prendront du muscle. Et en Et plus, je vais ils vont dire- sécher puisqu'ils mangent que des légumes. Voilà. Et je vais dire, en fait, on n'a pas besoin de manger des protéines. Le régime végétarien avec que des courges, ça marche. Mais il faut regarder, quand tu lis l'étude, tu vas voir, tel truc, on en parle, et tel truc, le fait qu'on les ait tous mis sous testo, on n'en parle pas. C'est clair. La question, c'est, quand tu lis une étude, il faut voir de quoi on te parle dans la méthode et de quoi on te parle pas. Bon, mettre les gens sous testo, c'est un peu illégal. Donc j'imagine que ça se fait pas. Mais vous avez bien compris l'idée, quoi.
Et quand on veut te démontrer que la créatine, que le collagène ou que tel autre complément alimentaire est efficace, posez-vous la question de comment a été faite l'étude qui veut démontrer ça et de est-ce qu'il y a d'autres études qui vont dans le même sens. Et est-ce que ça a une logique avec le modèle théorique qui sous-tend toute cette connaissance. Ouais, et la mode en ce moment, c'est les compléments alimentaires, parce qu'il faut vendre. Et Tout ce qui se vend est à la mode. À partir du moment où on peut faire des sous. Mais sauf que certaines études qui ont l'air sérieuses, c'est ça qui est fou. Et si on reprend le dernier podcast sur le collagène, ça c'est une étude qui a l'air sérieuse de ouf et tout, alors qu'on a compris nous comment ça marche le corps, tu vois. Alors par contre, je veux bien, tu vois, que on prouve le contraire, parce que je dirais jamais je sais la vérité, Ouais. jusqu'à qu'en fait quelqu'un d'autre te montre le contraire, ok. Mais à un moment donné, si tu veux montrer quelque chose, montre-moi un truc solide. Voilà, Ouais. premièrement. Là, on se rend compte que l'étude en question, elle est stylée de ouf parce que c'est une étude, tu vois, alors je sais plus sur combien de personnes, mais suffisamment, en double aveugle. En Avant plus. même de parler de l'étude, parlons du modèle théorique. Le modèle théorique, c'est que on découpe des acides aminés et que ces acides aminés. Mais on en a parlé, ça. Ça, on en a parlé à la dernière vidéo. Vous avez qu'à retourner la voir. Mais ce modèle théorique, ça veut dire que l'étude qui dit que le collagène marche machin, il n'y a que deux explications théoriques qui tiennent la route. Soit le collagène marche machin, c'est un truc magique de ouf, soit ça apporte juste les bons acides aminés. Oui, oui, bien sûr. Mais au-delà du bon sens, déjà, forcément, bon, déjà, il faut être capable de se poser les bonnes questions. Quand tu sais pas trop ce que c'est un acide aminé, etc., bon, forcément, tu vas gober. Mais au moins, si tu es capable d'analyser une étude, tu peux te poser les bonnes questions. Le truc, c'est que, tu vois, l'étude en question, elle est stylée parce que c'est en double aveugle, tu vois, il y a suffisamment de personnes, donc ça élimine pas mal de critères. Ça les élimine même tous. C'est pour ça que j'ai galéré à comprendre. Au final, tu vois, ce qui est vraiment vicieux dans l'étude, c'est qu'elle est stylée, mais de base, on te dit donc que la supplémentation en collagène, par rapport à l'étude contrôle, en fait, elle est nettement améliorée, qualité de la peau, douleur, etc. et tout. Donc c'est pour ça qu'on te dit que ça a été prouvé que le collagène améliore pour certains critères. Le truc, c'est que tu regardes le collagène, c'est quoi? C'est 3 acides aminés, donc c'est un peu ce que tu expliquais juste là. Ouais. Sauf que tu regardes l'étude en question, en fait, au final, on n'avait même pas le feedback, en fait, des patients qui étaient pris en charge pour l'étude. Et au final, on peut largement soupçonner que ces personnes manquaient déjà de ces acides aminés, qu'ils avaient, tu vois, qu'ils manquaient de protéines. Et que forcément, en leur donnant du collagène, ça allait leur donner des acides aminés Mais qui si manquaient, tu veux- et que ça allait améliorer le truc, tu vois. Moi, je vais aller dans l'extrême, mais si tu veux prouver l'efficacité du collagène en tant que collagène et non pas en tant qu'acide aminé, tu dois pas faire une étude de collagène versus placebo. Ben oui, Tu dois faire une étude de collagène versus les acides aminés du collagène. exactement. Mais les gens, mais justement, c'est le premier biais, c'est que, mais les gens, comme ils sont pas éduqués, et ben du coup, ils comprennent pas, tu vois. Tu vois, pour eux, ce que tu ingères, tu vois, ils font Ouais, l'amalgame oui, ils oui. comprennent pas que, tu vois, ça va dans la bouche, ça commence à être absorbé puis digéré, les éléments, tu vois, on l'a dit, tu vois, le collagène, il a pas la map pour aller dans les articulations du doigt de pied, tu vois. Ouais, ouais. Il sait pas comment on fait, tu vois. Il a pas le GPS, tu vois, il a pas la Tesla, tu vois. Il peut pas trop. Je suis une fibre de collagène. Je vais conduire jusqu'au coude d'Anthony. Et c'est ça le problème. Les gens comprennent pas que les protéines, déjà, c'est la base de toute structure en fait dans l'organisme et que du coup, les briques, ce sont les acides aminés et que justement, avec eux, le corps, il va se servir et construire les murs qu'il a besoin, tu vois, dont le collagène. Et les gens pensent qu'en ingérant directement le mur, ils n'ont pas compris qu'il allait être pété en briques pour ensuite être transformé si le corps en a besoin. Et ça, Ouais. c'est toujours emmerdant. Et le problème, c'est que c'est la base, ça, c'est des éléments qui devraient être fournis à l'école, mais en même temps, des fois, tu peux te dire, et tu peux être complotiste un peu, dire, est-ce que c'est pas en fait fait exprès, tu vois, pour continuer ce système qui est lucratif. Parce que Moi, quand je même, pense que ça arrange bien tout le monde, en fait, que tout le monde achète des trucs. je pense aussi, ouais. Faut acheter des trucs. C'est ça qui rend heureux. Acheter des trucs. Ouais, mais après, il y a toujours la question d'éthique, tu vois. Éthique. Donc oui, il y a la question de l'éthique, mais je peux contrebalancer. Je peux contre-argumenter. Parce que éthique personnelle, ok pour toi, te faire acheter un truc qui sert à rien, c'est pas cool. Mais pour la société, ça m'arrange vachement. Toi, t'achètes ta merde. Donc t'as été convaincu d'une idée de merde. Toi, tu prends Ensuite, la t'achètes de taxe. la merde. Donc sur ta merde, tu payes des taxes. Ensuite, les gens qui ont fabriqué ta merde, ils reçoivent un salaire avec ton argent. Et Moi, ensuite, juste l'impression eux-mêmes- que c'est redistribué aux gros cons Mais qui eux-mêmes, ils croquent peuvent aussi. acheter de la merde. En fait, c'est ça qui est énorme. C'est toi, tu travailles. Tu fais ton taf normal, tranquille. Tu gagnes des sous. Avec ces sous, tu payes les trucs obligatoires. Voilà. Bon. Et toi, tu veux vendre des bons trucs, tu veux faire un truc stylé et tout.
tu ramasses de taxes, tu vois, tu t'en sors pas, tu es pas dans le bon système, tu vois. Et même quand tu fais de la merde, tu ramasses de taxes. Mais tout ça, ça fait plaisir à tout le monde. Ça fait plaisir à la société, qui a plein de sous pour faire plein de trucs. Regarde, on a une super école, des super autoroutes gratuites. L'hôpital, ça marche impeccable. Enfin, tu vois, les taxes, ça sert quand même à quelque chose. Et faut se dire que bon, ça fait bien plaisir quand tu achètes de la merde, tu files 20% de TVA pour tous ces trucs qui marchent super bien. Et sur les 80 autres pourcents, ça sert à payer des mecs qui eux-mêmes vont recevoir un salaire et vont eux-mêmes pouvoir acheter de la merde parce qu'ils ont bien compris, enfin on a bien réussi à leur faire rentrer avec de la pub et du marketing de merde, qu'il faut qu'ils achètent des trucs pour être heureux. Et au final, ils continuent à faire perdurer ce système sur lequel ils trouvent que c'est de la merde, tu vois. Et en fait, tout le monde, personne n'est satisfait de ce truc, mais ça marche super bien, on est tous plus riches que hier. Ouais, pas trop avec l'inflation, mais... Non, on est tous de plus en plus pauvres. Mais en tant que société, on est plus riches. Et ça, c'est bien. Ouais, encore. On a bien dégringolé en termes de puissance mondiale en France, hein. Ouais, c'est un autre sujet, on va pas s'étaler là-dessus. Du coup, les études, est-ce qu'on a conclu? Parce que est-ce qu'on a donné assez d'éléments à la personne, tu vois, pour se dire, ok, je vais peut-être faire attention maintenant. Est-ce que j'ai assez d'outils pour me dire, Bah, ah, j'ai expliqué un petit peu les tenants et les aboutissants de la méthode scientifique. moi j'ai comparé aussi avec le collagène pour dire à la base, du coup, ben, les Ouais. personnes, on n'avait pas d'informations comme quoi il leur manquait des acides aminés et que forcément il était logique qu'en supplémentant le collagène, comme ce sont des acides aminés, il y allait avoir une amélioration. Mais tu aurais pu donner de la viande de bœuf, ça aurait été pareil, tu vois. Ouais. Et ça, tu vois, c'est là où c'est un peu plus subtil Et c'est là où l'analyse. ça devient subtil parce que pour interpréter une étude, du coup, il faut un petit peu savoir de quoi ça parle. Tu connais rien aux acides aminés, tu connais rien à la nutrition, au collagène, machin. Tu vois l'étude, tu y pipes rien à la méthode qu'ils ont voulu faire. Après, au final aussi, tu vois, comme on a dit en début de vidéo, on peut pas être bon partout. On peut pas être bon Enfin, partout. pour la majorité des gens, moi je considère que si, on peut pas juste être excellent partout, ça c'est sûr. Mais ça demande quand même de l'énergie, tu vois, de passer du temps. Et tout le monde n'aime pas forcément ça. Je peux comprendre que on a tous une situation différente et puis des capacités différentes. Et du coup, vient se poser la question, est-ce que c'est pas normal quelque part de faire confiance facilement, tu vois? Mais au bout d'un moment, on est obligé aussi de lâcher prise sur certaines choses. Voilà. Et si on devait simplifier les choses pour les gens, qu'est-ce qu'il convient de faire par rapport à ton collagène ou à ton info là? T'as un titre de Bah journal. écoute, t'as la flemme, t'as un doute, t'as l'argent, t'achètes. Voilà. Et Ça, puis tu vois avec. dans tous les cas, ça te rendra content. Voilà, parce Parce que en que général, bon, à ça, alors on n'en a pas parlé, mais souvent les gens se rendent pas compte, pensent avoir une amélioration parce que en fait c'est la molécule qui se trouve dans le truc que t'as avalé, alors c'est juste en fait placebo, tu vois. mais moi, tu vois, je suis pas team t'as la flemme, machin, achète. Bon, de temps en temps, je pète mon slip. J'ai pas dit que j'étais comme ça, je dis Ouais. juste que je le comprends. C'est Ouais, normal ça se pour la comprend. Ouais, C'est-à-dire que ouais, je suis pas dans le jugement par rapport à ça. voilà. Après, moi, j'aime bien l'idée de se creuser la tête sur plusieurs choses de la vie et de devenir un peu pertinent là-dedans, tu vois. Hmm. Et truc tout bête, moi j'adore boire du café. J'ai acheté une bonne machine à café. J'aime bien savoir un peu comment on déguste du café, qu'est-ce que j'achète comme grain, comment il est fabriqué, etc. Tu vois. Ouais. Et je pense que chacun à son niveau, on peut s'intéresser à des trucs de la vie de tous les jours. Tu vas peut-être pas devenir expert en choc à pic tout de suite, mais quand tu vas chez ton garagiste, si tu veux pas te faire douiller, essaie de comprendre ce qu'il met sur sa facture, quoi, tu vois. Ouais, clairement. Et quand tu vas chez ton médecin, essaie de comprendre pourquoi il te dit de faire tel ou tel truc. Si tu veux faire du sport, tu as le droit de pas vouloir comprendre toute la biomécanique, mais cherche à t'intéresser à ce que tu fais, parce que sinon ce que tu fais n'aura aucun sens. Et si ça n'a aucun sens, tu n'auras aucune envie de le faire. Mais là, t'as exactement bien conclu le truc, et c'est ça le problème, c'est que les gens ont du mal déjà de base à donner du sens à leur vie. Ouais. Et on se rend compte que 90% des gens font un boulot qu'ils aiment pas, qui sont avec une personne, tu vois, qui les rend pas heureux. Tu vois, il y a trop de choses comme ça dans la vie. Et en fait, ça, c'est juste une conséquence, tu vois. Ouais. Et le point de départ, en fait, c'est des conneries. Tu vois, moi, tout ce qui est l'éducation qui ne va plus, tu vois, le système scolaire, on l'a dit, il est archaïque et dépassé. Tu vois, ça va plus. Mais après, tu peux te dire qu'à un moment donné, c'est normal, ça a été comme ça, tu vois. Parce qu'il y a eu l'après-guerre, il y a eu des choses, tu vois, même plein de trucs qu'on n'a pas vécu et qu'on peut pas forcément comprendre. Mais aujourd'hui, tu vois, les outils évoluent, les choses changent. Et le problème, c'est que les personnes qui dirigent, font les lois et te contraignent sont des personnes, eux, qui n'évoluent pas, qui, Ouais. qui sont dans le même système d'avant, tu vois.
Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut plus continuer, tu vois. Avec l'intelligence artificielle, ça va évoluer de ouf et ça va prendre une place de plus en plus importante dans la vie des gens, dans le professionnel, même dans le médical, tu vois. Et là, à ce moment-là, je sais pas où on va aller. Mais bon, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, petite question, moi ça m'intéresse d'avoir ton avis, je t'ai jamais posé, je crois. Pour l'IA, toi, t'es plus quel team? Genre, ça va. Est-ce que l'IA, tu vois, va être plus positif que négatif? Est-ce qu'elle va détruire le monde? Est-ce qu'on va avoir des problèmes à ce niveau-là, tu vois? T'as ta petite idée de visionnaire un J'ai peu? clairement ma petite idée sur la question. Ouais, Je pense que ça va se jouer à une échelle individuelle. c'est-à-dire. C'est est-ce que ce que tu fais, en fait, on va se faire très simple. Si tu travaillais à la chaîne à l'époque où on a inventé les robots qui assemblent les voitures, tu te fais remplacer par un robot. Ok. Qu'est-ce que tu es capable de faire en plus que le robot? Ça se joue à l'échelle individuelle parce que à l'école, même à l'école de médecine, on apprend à lire des études scientifiques, machin, on a un bagage théorique, machin. Qu'est-ce que toi, tu arrives à en faire? Si tu te sers de ce que tu as appris que pour prendre des décisions algorithmiques, tu vas être remplacé par une IA, mec. Clairement. Tu Bon, vois, si ta capacité de raisonnement, elle s'arrête aux éléments qu'on t'a enseignés, il y a quelqu'un, enfin, il y a un logiciel quelque part qui va comprendre beaucoup mieux que toi le délire, qui va avoir beaucoup plus de connaissances et qui va c'est t'exploser. ce qu'on disait, l'IA, elle serait capable d'être beaucoup plus objective et de prendre plus de paramètres pour prendre des bonnes décisions que toi. Voilà. Par Exactement. contre, là où moi je vais baiser l'IA, c'est que là où elle va être super forte pour faire un diagnostic de tendinite du pied, ben moi, je vais voir le mec en face de moi, je vais le voir marcher. J'ai vu plein de mecs marcher. Et je vais faire le lien entre comment le mec marche et sa tendinite du pied. Et je vais faire le lien avec son histoire médicale. Et avec d'autres éléments, en fait, que par un côté à la fois de relier les différents domaines de l'intelligence, etc., et à la fois aussi un bagage d'expérience, de feeling qui est inimitable, qui est complètement inimitable. Ah ben tu vois, c'est vrai que moi je me pose la question. C'est justement cette espèce d'intuitivité, tu vois, je sais pas si ça se dit, Ouais. d'intuition si tu veux, et de feeling qui fait qu'en fait, généralement tu as du bon sens et tu pousses la réflexion et une vérité que tu même pas encore eu entre tes mains. Généralement, c'est vraiment une vérité immédiate quand tu sais bien en fait gérer ton intuition parce qu'il y a tout un tas de paramètres que tu as appris à apprivoiser de manière inconsciente, tu vois, dans ton domaine de compétences Ouais. qui font qu'en fait, généralement, tu mets le doigt sur une vérité. Et généralement, enfin, moi, c'est ce que dans mon domaine de coaching, je suis capable de voir. Je suis immédiatement capable de voir si une personne recrute exactement le muscle qu'elle voulait recruter sur un exercice ou pas. Je vois directement qu'à 2 mm près sur la position du coude, sur son adduction ou pas, elle est dedans ou pas. Et ça, tu vois, c'est pas quelque chose, tu vois, de commun forcément. C'est ce qui, moi, je me considère justement comme excellent et pas juste un peu compétent, tu vois. Et là, l'IA va avoir du mal à l'imiter, mais je pense qu'elle y arrivera. Parce qu'on le voit bien avec Midjourney, avec tous les trucs comme ça, les IA sont tellement entraînées. Tu vois, il y a le Ouais. phénomène de la boîte noire. Tu vois ce que c'est? Ouais. Et bien justement, ça arrive. Alors ça, on ne le maîtrise pas. Les chercheurs sont dessus, justement. Parce que le truc de la boîte noire, c'est quoi? C'est en gros, tu vois, on a tellement entraîné une IA, par exemple, je sais pas, prenons l'exemple d'une image. Tu vois, on a entraîné à reproduire un caniche. Donc on lui a montré plein de caniches, tu vois. Et au fur et à mesure, tu vois, il a plein d'algos, il peut comparer, etc. Il va se passer un truc, donc on appelle la boîte noire, on sait pas, mais il va nous sortir un caniche. Et à chaque fois qu'on lui met le même prompt, la même demande, le caniche il va être différent, mais ça ressemblera exactement à un caniche et mieux fait qu'un être humain encore. Mhm. Et justement, à force d'être entraîné, même sur quand on va commencer à introduire les sentiments et les émotions dans les bails, je pense que l'IA sera capable de remplacer totalement en fait un être humain. Alors peut-être pas excellent, mais compétent. Et donc du coup, l'IA dans son champ de compétences pourra remplacer 80% des humains, tu vois. Mais c'est là que tout ce qu'on a dit pendant tout le podcast prend tout son sens. Parce que l'IA est capable de répondre à un problème, de répondre à une question, mais elle n'est pas capable de douter d'elle-même. Ah ouais, 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 c'est vrai ça. Moi, là où je vais avoir un truc en plus que l'IA, c'est que je vais voir un truc, je vais apporter une réponse logique, algorithmique basée sur mes connaissances, machin, que l'IA pourra reproduire, mais je vais aussi être capable de douter de moi, et aussi être capable de prendre d'autres angles d'attaque s'il faut. Mais l'IA, en lui mettant un prompt et en lui mettant du code en mode à chaque fois on lui demande de vérifier d'autres paradigmes, elle pourra le faire aussi avec plus de connaissances que nous en doutant. Tu vois, on pourra très C'est bien. pas du doute.
c'est du recalcul. Ok, et toi, c'est quoi? Tu vois, le doute, c'est une forme d'ouverture d'esprit à la possibilité que tu aies tort. Ouais. En médecine, c'est super important. Et c'est vrai que dans une IA, tu peux pas lui dire t'as tort, t'as pas le Ouais. droit d'avoir tort. Tu résous un calcul. Ouais, Quand tu résous un calcul, tu résous un calcul. ouais, T'es pas là en mode, il y a peut-être machin, à tel moment je me suis peut-être chié, donc je reprends à tel endroit parce que j'ai la sensation que je me suis peut-être chié, machin. Elle résout un calcul. Son calcul, il est exact. Ce qui nous différencie, c'est notre capacité à douter, à se remettre en question, une forme d'humilité. Et ça, quel que soit ton ça niveau. concerne pas beaucoup de gens, ça le problème. Mais ça. quel que soit ton niveau d'expertise, c'est super important d'avoir ce niveau d'humilité qui permet en fait d'enrichir ta réflexion au fil des erreurs que tu peux faire. Ouais, clairement. Et c'est ça qui va te différencier d'une machine. Mais tu penses pas qu'elle va se dire à un moment donné, c'est des trous du cul, les êtres humains, ils sont pas foutus. Par contre, c'est possible qu'elle nous éclate. Hein. Ouais, mais c'est ça aussi le problème. Moi, j'ai un gros doute sur le fait qu'on ne soit pas dans un scénario d'iRobot, tu vois. En mode, Ouais, mais ce sera de bonne guerre. en mode, ce sera chirurgien contre, contre les robots chirurgiens, tu vois. Ouais. Au bout d'un moment, là, c'est pas trop ce qui va se passer. Je sais pas, on verra. Ben, Peut-être qu'on sera plus là pour c'est le là que voir. ton chirurgien de merde qui écoute pas trop ta plainte, machin, qui t'opère au bloc, enfin tu le vois 5 minutes. Je pense qu'ils seront remplacés, les chirurgiens, ils seront plus compétents, les Ben, robots, ouais. lui va se faire remplacer. Ouais. Après, si t'as un mec qui est cool, machin, qui t'explique bien les trucs, qui te met dans le truc, même si à la fin c'est le robot qui t'opère, ben lui il aura un taf. Mais il y a un truc qui me fait rire aussi, il y a un gros biais cognitif là-dessus, c'est que les gens ils se disent ouais c'est un robot, c'est pas un être humain. Et en fait c'est parce que les gens ils sont déjà même pas capables de se projeter si c'était le cas. Parce que à chaque fois en fait on s'imagine jamais avant que le truc arrive dans ta gueule. Il y a eu plein de modes, il y a eu plein de choses qu'on n'a jamais anticipées comme le Covid et puis le jour où c'est là en fait on l'accepte comme si ça a toujours été là. Tu vois. Ben, les robots ça sera pareil. Et on va voir qu'au final quand ils vont répondre aux besoins primaires d'un être humain et ils vont t'écouter, ils vont te répondre, ils vont te parler. Alors, regarde des smartphones, mec. Mais déjà, oui, les smartphones, même en Chine, ils ont des robots, je crois. Oh, et ça commence. Oui. Tu verras aussi, bientôt, ils vont se marier avec, tu vois. Tu verras que on va être dans ça va se standardiser. Et tu vois, cette répulsion envers l'IA et la robotique, bah, ça sera plus du tout comme avant et ça sera Mais c'est complètement surtout accepté, c'est sûr. à force de pas douter des choses et de se dire, voilà, je prends les choses pour acquis, Hmm. je scrolle sur TikTok, je me pose pas de questions. Ben, t'en viens à nier l'existence de ces trucs-là, et en omettant de comprendre ces choses-là, tu t'exposes à devenir victime de ça, en fait. Un algorithme des réseaux sociaux, type TikTok ou Instagram, je prétends pas connaître l'algorithme par cœur, mais si tu sais pas que le machin il est fait pour te faire rester en train de scroller machin, et que t'en as pas conscience au fond de toi, et que tu te limites pas un minimum volontairement, ben en fait, t'es un cobaye. Mais oui. T'es un hamster dans une roue, tu vois. Et le truc, c'est que plus ça va prendre de l'ampleur, plus ça va contaminer différents domaines de la vie, et plus si tu te poses pas les questions, tu vas devenir un cobaye. Mais déjà, se poser juste les bonnes questions pour soi, c'est la base. Tu regarderas que la plupart des gens qui sont énervés face à un comportement d'une personne, Mm. c'est simplement juste parce que elles sont sûres d'elles et elles ont tout simplement pas accepté certaines choses d'elles, Ouais. tu vois. Ça, c'est vraiment la base en psycho. T'es énervé par quelque chose, en fait, c'est une part de toi que t'as pas accepté parce que t'as pas été foutu de te regarder. Et déjà, si t'es pas foutu de faire ça, moi je pense vraiment que le monde déjà irait mieux si on s'occupait plus de soi que les autres. Ça se passerait beaucoup mieux et on verrait qu'on serait tous un peu meilleurs et que du coup, ben, la société, elle serait complètement meilleure et que les choses iraient mieux petit à petit. Parce que bon, c'est bien de regarder si l'herbe est plus verte chez le voisin, mais déjà, regarde ta pelouse et après, on discute, tu vois. C'est exactement mon feeling, y compris par rapport à la politique finalement, tu vois. Bah oui, Se mais dire, est-ce que telle hypothèse de tel programme me rendrait la vie meilleure? Non, mais la question c'est, est-ce que toi, dans ta tête, est-ce que en étant plus serein sur tel point, tu serais meilleur? bah Et oui, ça, c'est entre tes mains, en fait. c'est Et ça. arrête de chasser des trucs qui n'existent pas et occupe-toi de tes trucs. Hmm. Déjà, t'es qui pour parler et critiquer ce mec qui a fait au moins quelque chose? Toi, t'as fait quoi, espèce de avec tes deux mains? Tu vois, t'as rien fait. T'étais là, t'es en mode, ok, déjà comprends ça, apprends ça, au lieu de faire genre tu maîtrises quoi que ce soit, regarde-toi dans un miroir, déjà améliore-toi, et après on discute, tu vois. Après tu peux venir me parler. Ouais, Euh, ouais, ouais. voilà. Mais on en revient à comprendre l'autre, réussir à avoir l'humilité de douter de soi, et c'est ça qui rend la réflexion intéressante. Ouais, c'est ça. On va rester sur ces bons mots, je pense. Ouais, clairement. Bon, bah allez, sur ce, j'espère que ça vous a plu, qu'on vous a un peu au moins appris quelques petits trucs.
Et puis sur ce, à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Mais au fait, mec, j'ai pas compris là, l'histoire avec sa tub. Comment ils ont fait pour lui remettre là en fait?